Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast. Cette fois-ci, j'interviewe Crypto Millions. Et avant de commencer, je voulais tout d'abord remercier toutes les personnes qui sont impliquées sur le dernier podcast, en tout cas la dernière interview avec Samy GDC. Si vous ne l'avez pas vu, évidemment, n'hésitez pas à aller la voir. Alors, j'ai eu plein de retours positifs, d'autres négatifs. Donc, j'en prends bonne note et sache que je vais essayer de pas trop te couper la parole pour toi et les prochains invités. Mais voilà, en tout cas, je vais essayer de faire mon mieux pour ça. Aujourd'hui, c'est évidemment un contexte, ou en tout cas un angle un peu différent que celui qui était avec Samy. La dernière fois, on parlait un petit peu plus Fonda. Cette fois-ci, on va parler un petit peu plus trading, parce que moi, concrètement, c'est quelque chose qui me touche un peu plus. Et je trouvais ça intéressant d'en parler avec quelqu'un qui est assez impliqué dans l'écosystème. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de te recevoir tout simplement dans cette interview. Bah, Bienvenue merci à beaucoup. toi. Et eh bien, je vais te laisser tout simplement te présenter. Donc, âge, poids, localisation, tout. Yes. Bon, bah, merci déjà de m'inviter, hein, ça fait super plaisir. Donc, bah, du coup, moi, je m'appelle Knut, j'ai 21 ans, j'habite en Suisse et le poids, je pense que je dois être à 75, je sais pas trop. Et bah, du coup, je suis dans les crypto-monnaies depuis 2017. J'avais 16 ans quand j'ai connu les crypto-monnaies. Et Ok. bah, c'était pendant la bulle spéculative que tout le monde a connue et qui était assez folle. Et bah, à ce moment-là, moi, j'étais déjà un petit peu, mon père m'avait un petit peu mis dans la bourse, en fait. Et Mhm. bah, en fait, premier investissement, j'ai fait dans la bourse. Et j'ai directement trouvé les cryptos qui étaient beaucoup plus volatiles, où on pouvait gagner plus, où on pouvait perdre plus, bien évidemment aussi. Et bah, j'ai foncé là-dedans. Et je trouvais ça fascinant que, en fonction du nombre de personnes qui achètent ou qui vendent, bah, le cours monte de quelque chose qui est immatériel et que ça descende aussi. Et j'étais vraiment fasciné par ça. Et du coup, bah, j'ai commencé à creuser, creuser, creuser. Et voilà quoi. Bah, je pense que dès qu'on rentre un petit peu dans les cryptos et même enfin, le trading, les graphiques, etc., genre, enfin, moi perso, j'ai été omnibulé et je comprends ben, pourquoi tu as passé autant de temps dedans, en tout cas, pourquoi tu passes autant de temps dedans actuellement. Ma première question, évidemment, c'est du coup, tu disais que c'est un peu grâce à ton père que tu es tombé dedans. Enfin, est-ce que c'est exactement grâce à ton père ou c'est plus toi qui l'as découvert par toi-même après t'être intéressé à la Non, bourse? non, c'est mon père en fait, il m'a mis d'abord dans la bourse et moi j'ai trouvé les crypto-monnaies sur internet, sur YouTube quoi. Je suis arrivé, il y a quelqu'un qui parlait de ça, je me suis dit: «C'est quoi?» Je voyais que la charte elle faisait que monter, je me suis dit: «C'est quoi? Ok. Expliquez-moi» et du coup là, j'ai vraiment creusé et après ça en fait, j'étais dans une école, bah, je devais faire en fait comment on appelle ça? un, un- un exposé sur un thème. Et du coup, j'ai choisi le Bitcoin parce que je me suis dit, c'est super intéressant. Il y a des gens qui sont aussi intéressés par ça. Et ça me permettra aussi de creuser bien plus le sujet que ce que j'aurais fait moi-même tout seul. Bah, j'ai l'impression qu'en 2016-2017, on était un peu comme des savants fous en fait à s'intéresser aux cryptos. J'ai tellement de potes en fait qui sont pris la claque plus tard. En fait, moi de mon côté, ils étaient vraiment en mode mais attends, mais tu t'intéresses aux cryptos, t'es un peu un nerd. Je suppose que c'était un petit peu la même chose pour toi à l'époque. Ouais, ouais, les gens. Euh, et au final, je pense que ça a payé d'être un nerd à cette époque-là. Donc, donc voilà. Du coup, tu t'es intéressé aux cryptos et je pense que tu t'es vite intéressé au trading vu que tu étais un petit peu dans cette dimension d'investissement de trading en bourse puis en crypto. Complètement. Comment tu t'es mis véritablement au trading? Qui t'a appris? Comment t'as appris? Est-ce que tu as été autodidacte? Est-ce que tu as regardé des vidéos sur YouTube? Est-ce que tu as lu des livres? Je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui. Moi, en tout cas, on me la pose toujours. C'est comment tu t'es mis sérieusement au trading euh, au début, en tout cas. Alors au début, pour te dire, j'ai été un peu en mode YOLO parce que je pense que c'est un peu tu veux essayer de mettre ton argent et tu regardes ce qui se passe. Donc moi, mon premier coup de trading, j'ai fait diviser par deux ma somme, direct. Tu t'es mis dans le bain direct. Crypto, Exact. c'est. Non, au début, genre, je savais pas trop ce que c'est. Et moi, j'ai besoin d'essayer, en fait. J'ai besoin d'y aller pour voir ce que ça fait, pour voir ce qui se passe. Donc, Mm, bien mm, mm. évidemment, j'ai eu mes émotions et tout ça. Je me suis fait défoncer. Euh, et ça, je pense que c'est la plupart des gens qui commencent, ils se lancent là-dedans, c'est direct. Par contre, après, je me suis dit, OK, on va peut-être se concentrer un peu plus. J'ai lu énormément de livres de mindset par rapport sur soi-même, vraiment par rapport à ça, pour savoir gérer en fait son mental. Je pense que le trading, c'est toi contre toi-même. Et si tu n'arrives pas à gérer tes émotions, etc., tu n'arriveras nulle part dans le trading. Et du coup, moi, j'ai lu énormément de livres par rapport au mental, énormément de livres par rapport à, par exemple, Père riche, Père pauvre, La route du millionnaire, etc., pour en fait Mhm. créer un mindset pour me dire, OK, je peux upgrade dans ce domaine-là.
et maintenant je fonce. Et ensuite, je me suis dit, ok, je vais peut-être m'y mettre un petit peu plus à m'instruire en fait niveau trading, parce que finalement c'était un peu ouais, waouh, un triangle, non. Au bout d'un moment, ça fait pas Ah, tu longtemps, trades pas les triangles? ça fait pas longtemps que je me suis un peu écarté de tout ça, triangle, etc. Et mais le jour où en fait j'ai reconnu ça, je me suis dit ok, là il y a moyen, parce qu'en fait tout le monde le voit, et du coup dans les crypto-monnaies ça se passe pas comme ça. Genre les crypto-monnaies c'est un des marchés à mon avis les plus manipulés qui existent, donc un triangle tout le monde le voit, mais on va règle tout le monde avant de partir dans un sens ou dans l'autre. Donc moi comment j'ai appris à fond, donc d'abord j'ai lu tous les livres qui parlent, en fait, Le Baron, je sais pas si tu connais, le chartiste Non. de François Baron. Super livre. J'ai lu Tammy Cavage aussi, assez Mmh. intéressant. Après, ça reprend vraiment les basiques du marché financier traditionnel. Et ensuite, où j'ai appris le plus, c'est sur Twitter. Sur Comment Twitter, ça? tu vas Tu as peut-être suivi être des étonné. comptes et juste bouffé du Exactement. graphique avec les Ouais, comptes, ouais, ça ouais. t'a Exactement. Genre, tu non, prends, je suis, je pense, une centaine de personnes sur mon compte, des gens qui ont pas beaucoup d'abonnés, qui ont 19 ans à 25 ans, c'est des perles. Et tu prends tout ça, tu fais ton mix, ta soupe, et en fait, tu fais ce que tu aimes, ce que tu vois, tu essaies de le reproduire, ce que tu aimes sur la chart, et puis voilà. et tu trouves pas ça dangereux, par exemple, de regarder beaucoup Twitter, en tout cas d'apprendre via Twitter? Parce que en fait, moi, j'ai tendance à croire, qu'il y a beaucoup de choses, en tout cas, qui sont relativement mal faites sur Twitter, en tout cas des analyses qui sont vraiment bons et qui sont pertinents. Il y en a peu. Est-ce que c'est juste le fait de voir plein de types d'analyses qui t'a fait progresser, ou c'est vraiment de suivre les bonnes personnes? Parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est, tu vois, même quand tu débutes, tu sais pas faire la différence entre un bon trader, un mauvais trader, un bon analyste, un mauvais analyste. Un analyste qui fait juste un graphique joli pour ne pas le trader, ou un analyste qui fait véritablement un graphique pour le trader. Comment aujourd'hui, quelqu'un qui, sur Twitter, peut faire la part des choses? Et est-ce que tu penses que c'est véritablement la bonne solution pour s'y intéresser? Alors, moi, je dirais que déjà, est-ce qu'il partage ses pertes? Est-ce qu'il partage ses trade fails? Pour moi, déjà, quelqu'un qui va le faire, c'est quelqu'un qui est là pas pour impressionner les gens, à avoir que des trades verts Hmm. sur son compte, et il n'est pas là pour gagner de l'audience. Il est juste là pour partager son expérience. Et déjà, je trouve que là, il y a déjà une énorme différence. Et après, sur Twitter, je pense que dès que on arrive dans des choses que je pense un débutant qui arrive dans un compte euh, sur Twitter avec des analyses qu'il ne comprend pas, ça commence à devenir intéressant. Parce qu'un triangle, une ligne, un range, des choses comme ça, c'est relatif, tout le monde le voit. Et même un novice qui arrive, même moi au tout début, je vois un triangle, tu comprends. Tu dis, ok, ça commence à compresser, ça va Hmm. sortir d'un côté, quand ça casse, je rentre. Et du coup, je me dis que dès qu'on commence à rentrer un petit peu plus dans des trucs un petit peu plus compliqués, et dire, ok, il faut que je creuse, il faut que je pose une question, il faut que je... Et là, ça commence à devenir intéressant. En tout cas, à mon Ok. avis. Et du coup, pour reprendre un petit peu ce que tu disais sur les livres pour le mindset, etc., moi, je t'avoue que, enfin, de mon côté, je suis pas quelqu'un qui lit énormément. Et donc, Mhm. bon, j'ai pas forcément bouffé beaucoup de livres de trading. Je pense que j'ai surtout bouffé beaucoup de contenu d'anglophones et tout sur YouTube ou sur Twitch. Ce qui n'est pas forcément la meilleure chose, mais voilà, je voulais un petit peu avoir ton ressenti par rapport au livre sur le mindset. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui t'aide sincèrement dans ta démarche? Ou est-ce que toi, par exemple, de ton côté, tu as beaucoup plus progressé juste en tradant par toi-même, tu vois? Moi, j'ai quelques journées en tête sur le marché qui m'ont pas mal fait progresser Ah. psychologiquement, mais voilà, je voulais vraiment avoir ton avis sur ça. Alors, je pense que c'est mieux de commencer par le trading. Avoir une expérience, par exemple une journée où tu te fais défoncer, où il y a une journée où tu gagnes beaucoup trop, je pense qu'il faut prendre du recul, et il faut savoir se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé cette journée, il faut noter, etc. Et en fait, le fait de se dire ça, tu vas l'apprendre dans les livres de mindset. Ok. Et je pense que si comment on appelle ça, si tu dis, ouais, il s'est passé une journée de fou, est-ce que tu vas avoir est-ce que tu vas dire, ok, quelles erreurs j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je le note? Tu vois, et je pense qu'au début, c'est super important de noter ses erreurs, noter quand ça va bien, Mm. etc. Pour se dire, ok, là, j'ai un peu fait de la merde, là, ça va mieux. Et ça, je pense que tu vas l'apprendre en fait dans les livres de mindset, et te dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Tu reprends un coup sur toi. Même chose, dans les livres de mindset, ils t'apprennent comment, à la fin de la journée, te dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait cette journée? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui n'était pas bien? Et je programme ma journée de demain.
Et là, tu te Mmh. dis, est-ce que tu peux pas faire la même chose en trading, tu vois? Je Et pense du le coup, fait désolé ouais, de te couper. Je pense que le fait d'avoir un journal de trading, ça aide, largement, en fait, à progresser. oui. Moi, j'avoue que, pour être très, très honnête, au début, c'est pas forcément quelque chose que je faisais. Et même aujourd'hui, tu vois, je le fais de plus en plus, mais j'ai encore, pas le réflexe que j'aimerais vraiment avoir dans mon idéal de trading. Toi, aujourd'hui, est-ce que ça c'est quelque chose qui fait partie vraiment, Alors, intégrante de ton trading? Ou est-ce que, c'est quelque chose, par exemple, que tu utilises que pour, apprendre ou te noter des choses spécifiques? Est-ce que tu documentes tout, par exemple? Alors, moi, pour te dire, j'ai du mal à me dire: «Vas-y, je vais noter dans un carnet». Pour être Ouais. honnête, hein, j'ai du mal à noter dans un carnet: «Vas-y, ce trade était bien». Je l'ai fait pendant 1 ou 3 semaines, je l'ai fait. C'était cool, je le faisais sur mon iPad, je dessinais la chart, je disais: «OK, c'est pas passé». Par contre, j'ai trouvé la bonne solution, c'est de le partager aux gens. En fait, j'ai un je partage tous mes trades et en fait, les gens, je partage tout et du coup, je suis obligé de une fois que mon trade est fini, ça s'est bien passé ou ça s'est pas bien passé? Pourquoi ça s'est pas bien passé? Et cetera. Mmh. Et moi, j'essaie de l'expliquer aux gens de la façon dont je le comprends. Et du coup, en fait, ça me crée une obligation de le faire et au final, je le fais. Et ça me permet et je m'améliore en faisant ça, alors qu'il y a des autres qui me disent: «OK, il a fait ça, pourquoi il a pas fait ça?» Et ils prennent en même temps, ils apprennent de mes erreurs. Je suis d'accord et je trouve, en tout cas personnellement, que, vraiment au final Twitter, quand on le prend vraiment pas pour les comptes trading et cetera, c'est comme une sorte d'énorme journal de trading et le fait, en fait, de partager publiquement, ça t'oblige à rester un minimum honnête intellectuellement parce que sinon, en fait, si tu partages rien, bon, c'est c'est un peu chaud et si tu partages enfin, si tu dis pas quand ton trade s'invalide et cetera, c'est aussi un mauvais plan. Après bon, ça amène d'autres points, mais ça c'est assez compliqué. Hem, je voulais un petit peu savoir si tu t'intéressais quand même aux fondamentales, parce que bon, tu vois, quand tu es trader, tu essayes de pas développer trop de biais, mais et on au final, en vrai, on bouffe que du graphique, mais est-ce Mmh. que le fondamental, c'est quand même quelque chose que tu estimes ou au moins que tu considères? Ou est-ce que toi, tu es vraiment, du style à regarder uniquement les graphiques? Il y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, il y a Non, aucun non, jugement, je sais moi bien. j'ai Alors, même ma propre manière de faire. moi, j'ai été matrixé par des gars full Bitcoin, donc je suis assez full Bitcoin. Si, par exemple, je devais choisir une crypto, je choisirais Bitcoin parce que pour moi, c'est vraiment une vraie réserve de valeur, Pas pour te Ethereum. dire. Bah, Ethereum, c'est plus l'Apple Store, tu vois? Où tu peux créer tes applications OK. et du coup, bah, c'est plus ouais, c'est une façon de créer des applications sur la blockchain alors que sur Mmh. Bitcoin, bon, on va bientôt pouvoir créer des NFT où j'ai vu passer, la news là. Dieu sait comment ça va être congestionné, mais bon. Hem Du coup, je pense que c'est important d'avoir le fondamental quand on arrive dans les cryptos, dans les crypto-monnaies, de bien comprendre ce que c'est en fait. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent même pas à savoir exactement comment le Bitcoin fonctionne et comment les autres altcoins fonctionnent, pourquoi on peut avoir MetaMask, etc. Et moi, je pense que c'est bien. Après, je pense que dans les crypto-monnaies, il y a énormément de bullshit. Et il y a beaucoup de gens qui créent des trucs pour créer des trucs et pour gagner de l'argent. Et au final, tout s'en mêle, et cetera. Et j'ai plus une façon un peu, entre guillemets, épurée où j'ai regardé seulement la base. OK, il y a des trucs cool qui se construisent, il y a des applications cool qui se construisent, mais au final, c'est c'est pas j'ai pas l'impression que c'est quelque chose vraiment d'officiel qui se construit, tu vois ce que je veux dire? Mais en gros, par exemple, toi, est-ce que tu te dis: «OK, c'est top 50 market cap, c'est safe, genre je peux me permettre de trader» ou pas? Est-ce que, par exemple, le fondamental aujourd'hui, ça rentre en compte quand tu décides de trader un actif ou pas? Est-ce que tu pourrais te permettre de trader n'importe quel actif? Par exemple, de Mmh. trader genre le top 300 ou le top Alors, 500? je Ou regarde est-ce plutôt que en tu te mets des limites à ce niveau-là? je regarde plutôt en fonction du volume. Le volume de OK, transactions en fait, en journalier. Je check sur Binance vite fait. S'il y a rien du tout, j'évite. OK. Je me dis: «OK, Donc c'est sympa». tu peux trader Shiba, Doge et cetera, par exemple? Sans Ouais, souci? ouais, j'ai pas 0 souci. OK. Mais par Moi contre j'ai zéro holder souci aussi, tu vois? par Mais contre holder moins, tu vois? ouais. Bon après en tant que trader, tu as moins tendance à hold, c'est vrai. Moi je t'avoue que en fait, en vrai en crypto, tu as vraiment de beaux setups parfois qui se font quasiment sur tous les actifs en même temps. Souvent en fait, c'est un peu noir ou blanc, tu vois? Ouais, Genre non, c'est en mode: vraiment. «Bon bah, je suis acheteur, OK, bon bah, il y a rien» pendant genre 3 mois et puis d'un coup en fait, tout le marché se réveille et tout part en même temps et en fait, dans ces moments-là, des fois, j'ai tendance à trouver des plus beaux setups sur des shitcoins que sur des vrais coins. Toi, tu es plus du style à trader des shitcoins parfois? Ou est-ce que Hem, tu te limites quand même?
Alors, les shitcoins, j'ai vraiment eu des très mauvaises expériences. En tout cas, j'ai pas gagné un Ah, seul rond avec les shitcoins, donc j'évite. t'es fâché avec J'évite. eux. Ouais, mais tu vois, après, Doge et Shiba, j'estime pas trop ça pour des shitcoins parce qu'ils ont quand même, ils commencent à, il y a quand même un gros truc derrière. Il y a une vraie communauté, etc. Même si ça sert à pas grand chose, mais tous les autres petits coins, je suis moins Ok, fan. ok. On parlait trading et du coup, on parlait un petit peu de ce que tu faisais en trading. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu, toi, factuellement, comment tu trades. Est-ce qu'il y a tu trades plus d'une manière que d'une autre? Je sais qu'il y a des gens qui se basent beaucoup, par exemple, sur des indicateurs pour trader. Je sais qu'il y a des gens qui se basent beaucoup sur des trendlines ou sur des niveaux horizontaux. Ou Mhm. en fait, tu vois, il y a ou même des gens qui se basent uniquement sur le volume ou le volume profile, tu vois, ce genre de choses. Aujourd'hui, comment est-ce que tu trades? Comment tu définiras un petit peu ton ADN, ta signature en termes de trading, parce qu'il y a tellement de styles de trading aujourd'hui, Ouais. même sur Twitter, que je suis un petit peu curieux de savoir en fait qu'est-ce qui alimente cette base. Alors moi, c'est énormément les volumes horizontaux et Ok, juste déterminer dans quel type de marché on est. Range, haussier ou baissier. Est-ce qu'on est dans une inversion de structure? Est-ce qu'on repart d'une tendance baissière à une tendance haussière? J'essaie d'avoir le chart le plus épuré possible. Je sais que plus tu vas mettre d'indicateurs dessus, plus bah, les indicateurs vont se contredire. Et du coup, bah, au final, bah, tu te perds dans ton trading aussi. Je pense qu'avoir une charte bien claire avec pas grand-chose dessus, juste la charte et deux, trois petites écritures, ok, il y a eu ça, il y a un croisement, il y a un petit RSI sympa et tout. Juste de le noter, je pense que c'est largement suffisant et ça va être assez clair dans ta tête ensuite quand tu vas prendre le trade qu'avoir 36 000 trucs et tu sais plus où t'en es, quoi. ok. Du coup, au final, plus niveau horizontaux, mais Ouais, plus de trendline par exemple. alors, Genre vraiment. alors, co- de temps en Ouais, temps, trendline, plutôt sur le RSI, par exemple, les trendlines, mais ok. je suis plus, je sais pas si tu vois, du price action, c'est ce que je fais. Ouais. Bah, Bah, en fait, je fais que ça. au final, moi, par exemple, au début, je commençais vraiment à trader énormément avec des indicateurs, à dessiner des Moi trendlines, à aussi. avoir les bandes de Bollinger, etc. Mm. Et au final, plus tu avances, plus tu regardes et plus tu te dis, en fait, l'essentiel, au final, c'est juste le prix, en fait. Genre, il y a Ouais. plein d'analystes qui disent, en fait, price is king. Juste, en fait, tu trades comment le prix bouge parce qu'au final, il donne énormément d'informations, rien que comment il bouge. Et je me retrouve un peu en toi sur ça parce que tu vois, genre, bon, après, il y a plein de gens qui trade de manière différente. Je pense qu'il y a plein de gens qui trade, par exemple, avec Ichimoku, etc. Mais par exemple, Ichimoku, je sais pas toi, mais j'ai vraiment l'impression que, en fait, ça pollue de fou mon graphique, tu vois. Genre, Ouais, de ouf. j'ai l'impression que, genre, je vois rien dessus, tu vois. En fait, juste quand t'as Ichimoku, tu trades juste Ichimoku, en fait. Tu vois, il y a rien Ah d'autre, en oui, fait, tu vois. mais en fait, C'est pas pour moi, vanner les gens d'Ichimoku, mais. non, non, mais de toute façon, je sais qu'il y a des gens. Moi, ils ne m'aiment pas parce que j'aime pas les Shimoku. Mais il y a des gens qui. En fait, Ishimoku, c'est un indicateur à lui tout seul. Et en fait, tu utilises que ça ou un autre truc. En tout Mhm. cas, c'est ce que j'ai lu quelque Ouais. part. Et du coup, en fait, Mhm. il y a tout dessus. Mais pour moi, Ishimoku, c'est trop retardé, en fait. Ok. Quand il y a tout qui a croisé, t'es déjà au top. Ouais, ça lag, quoi. Ouais, voilà. Ça lag énormément, en fait. Genre, bon, après, je pense qu'il y a plein de manières d'utiliser un indicateur. Exactement. Donc voilà, c'est pas parce que nous, voilà, peut-être on n'utilise pas Ishimoku que, voilà, je sens qu'il y a des gens qui vont se sentir offusqués Ouais. dans les commentaires, mais voilà, chacun a des utilisations différentes des indicateurs et c'est justement là où c'est aussi riche parce que des fois, par exemple, les bandes de Bollinger, il y a des gens qui vont se dire, bah, en fait, quand le prix il en sort, bah souvent elles servent de résistance et elles ont tendance à réintégrer. Et puis d'autres en fait qui se disent, mais en fait justement quand elles sortent, ça nous montre de la force et que le mouvement va être plus fort. Ou peut-être il y a des gens qui trade uniquement quand elles reviennent au milieu. Donc voilà, c'était juste un petit peu pour nuancer ce propos-là. Et du coup, tu parlais price action. Aujourd'hui, c'est quoi les setups typiques que toi tu Bah, trades je en peux fait t'en en montrer tant que si tu trader? veux. Ouais, je vais passer Vas-y, sur ton écran. au top. Hop. Là, j'ai le BTC en tout cas. Je sais pas si c'est tout bon. Putain, trop bien, je prends des cours là. Non, mais en gros, c'est super simple. C'est vraiment, c'est pas à se prendre la tête. Déjà, il faut repérer, en fait, il faut déjà repérer dans quelle tendance tu es. Est-ce que tu es dans un range, tu es dans une tendance haussière, baissière, etc. Donc, juste si on regarde et on dézoome un petit peu ce VTC, on a, bah, ici, on a eu une cassure du range. Donc là, on avait l'énorme range tout pourri là, depuis février, là, le truc bien On est relou. fatigué, hein. Et là, voilà, là, on a eu une cassure. Même si on a réintégré, on a eu une cassure, on a eu une clôture en fait au-dessus des mèches ici. Et du coup, qu'est-ce que ça nous signale? Ça nous signale juste qu'on est dans une tendance de nouveau haussière. Tu vois ce que je veux dire? Là, on a fait des plus bas toujours plus haut, et là, on a fait un nouveau sommet plus haut que ça. Donc pour moi, ici, la tendance est inversée, alors qu'avant, on faisait que des plus bas ou des plus hauts toujours plus bas. Et ce qui est assez intéressant, c'est que
une fois qu'on a fait et qu'on a trouvé ce nouveau top, on vient corriger parce qu'en fait, une tendance haussière, on monte jamais verticalement tout droit. Ce qui est un peu normal, on va monter en zigzag, un truc comme Oh, ça. on sait jamais, hein, sur Shiba, bon. Si tu Non, te non, bats à Doge, c'est ça le problème sur les cryptos, c'est que quand ça part et que tu pas dedans, tu là: c'est un peu «Oups!» violent. Ouais et du coup, en fait, on corrige souvent et on retrace. Donc actuellement, ici, tu vois, j'ai mis une zone de POI. C'est une zone pour moi, c'est une point of intention, donc c'est un endroit où je dois faire attention. C'est un endroit où le cours peut se retourner. C'est en fait la dernière bougie rouge de la montée sous la zone des 0,5 de Fibo de la dernière montée. Ouais? C'est des order blocks au final un petit peu. Ouais, ouais, bah, c'est exactement la même chose. C'est order block, OK. et tu prends l'order block, un des plus bas en order block. Du coup, une fois qu'on revient dedans, moi, ce que je fais tout simplement, c'est que je rezoome. Et est-ce que de nouveau, on a de nouveau une inversion de la tendance baissière, tu vois ce que je veux dire? Mmh mh. Et en gros, ici, on en a une, mais juste pas encore. Donc là, ça peut commencer à se valider. Et c'est pour ça que si on valide, je me dis qu'on peut peut-être chercher un petit peu plus haut. C'est ici, on a eu, donc ici, j'ai mis COS, donc continuation de la structure. Donc on a continué la structure baissière, tu vois, on a toujours fait des plus bas avec des clôtures de bougies toujours plus bas. Mmh. Et ensuite, donc BOS, donc c'est breakout de la structure, c'est cassure de la structure et que Le ça nous marché. inverse le marché. Voilà. Mmh Et en mh. fait, ici, par exemple, là, on a méché, c'est pour ça que d'ailleurs, on n'arrive pas à casser. C'est vraiment une zone dure que les traders ici défendent, en tout cas les bears. C'est parce qu'ils savent que si on casse ici, il y a de fortes chances qu'on corrige, mais pour ensuite repartir bien trop fort. Et ça, c'est vraiment le signal que moi j'attends. C'est une cassure en fait au-dessus de ce top. On l'a. Moi, je vais me dire, OK, là, on est haussier sur ce petit coup. Et là, il y a moyen de venir chercher en tout cas le retest du gros range, donc la neckline de ce M-top, voire chercher beaucoup plus haut. Et tant qu'on n'a pas de cassure de ça, moi, je reste plus ou moins très, très méfiant. Et Et du du coup, coup, par exemple, sur tout ce qu'on a vu, est-ce qu'il y a un moment où, par exemple, tu aurais pu prendre un trade là ou pas, en fait? alors, Non. j'en ai pris un. Attendez, attends, je peux juste te montrer. Moi, je peux te montrer une autre alt là sur lequel je suis. Ouais. Parce que le Bitcoin, là, je ne l'ai pas tradé depuis un certain temps. Mais j'ai tradé, donc par exemple, j'ai pris le compound. Donc je vais vous montrer. On va juste dézoomer, comme ça vous aurez un petit peu toute la démarche. En gros, ici, tendance baissière sur le compound. Donc ici, clairement, tendance baissière, on fait toujours des plus bas, toujours plus bas. Ensuite, ici, inversion de la structure. Donc ici, si on prend la mèche, bon, vous voyez ici, on a eu une cassure dessous. Donc ça, c'est bon, ça a été validé, continuation de la structure. Sauf que, par rapport à ce point-là, là, on est venu faire un nouveau sommet. Tu vois? OK. Et du coup, à partir de ce moment-là, moi, je considère que là, la tendance a été inversée. Ensuite, ça corrige. Donc, on a corrigé après ça. On est revenu chercher assez bas. Si je passe en daily, on est venu chercher tous les order blocks qu'on avait là. Donc, avec la bougie là. Je me dis, OK, super. On est venu chercher les order blocks. J'ai continué à zoomer. Ici, j'ai vu qu'on avait de nouveau la même chose, inversion de la structure. Donc, on a fait un nouveau plus bas, on fait un nouveau plus haut. Ensuite, j'ai tiré ma zone ici. On a une petite zone de support avec une petite déviation bien sympathique ici. Et je me suis dit, OK, c'est intéressant, on corrige. J'adhère aussi. En fait, je fais un peu, je prends par exemple aussi Vague d'Elliott, j'aime beaucoup, juste pour les Mmh. corrections en ABC, tu vois. C'est vraiment un truc typique OK. pour éviter de te faire avoir à la première montée. Donc, tac, 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 on descend en ABC, on vient chercher cette zone, et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore rezoomé. Donc là, inversion de structure, là, je rezoome encore. Donc, je passe en 15 minutes, je zoome, hop, ici, qu'est-ce qu'on a? De nouveau, une petite inversion de structure. Donc là, inversion de la structure, boum, je vais chercher l'order block qui est là. Donc, ce trade, pour te dire, je me suis pris un stop loss parce que j'avais placé mon stop loss là. On est venu Mmh. chercher comment on appelle ça, les stop loss. Moi, je me suis fait prendre du coup. C'était une Quand chasse au j'ai, stop, ouais. Ouais. ouais, quand j'ai vu que c'était une chasse au stop, je suis rentré directement aux mêmes choses. J'ai remis le même stop loss et je target en fait. Une fois qu'on a fait ça, tu peux target soit ce top là, soit ce top là. Et ça voudra simplement dire qu'on repart dans une tendance haussière Une et on vient poursuite de chercher la ce plus tendance haut. haussière. Exactement. Donc au final, pour résumer, toi, toi, en fait, tu comment dire? En fait, tu anticipes pas des je vais enlever ton écran, hop. Yes. Tu trades pas des retournements, en fait, tu tu t'attends que le retournement de la tendance se valide pour ensuite trader une continuation. En gros, c'est ça ton trading tip, c'est en gros, tu attends qu'on te confirme que la structure de marché a changé, justement en faisant un nouveau sommet plus haut que le précédent alors qu'on Mhm. faisait que des sommets de plus en plus bas, théorie de dos, tendance baissière. Et Ouais, ensuite, dans ce setup-là, tu cherches de la continuation dans dans cette tendance qui a été amenée après un retournement, c'est ça? Ou est-ce qu'il y a, exactement. par exemple, d'autres scénarios où tu Alors, il y a trades? d'autres scénarios, les déviations, j'aime beaucoup trader. Genre, quand je vois Ok, qu'on réintègre, genre un range, là, j'ouvre un short, par exemple. Là, le Bitcoin, là, quand il a réintégré, c'était un ouais, short tellement obvious à prendre. Et ça, ouais. sur les crypto-monnaies, une fois que tu comprends que ça part dans tous les sens,
avant on casse et au moment où tu réintègres, c'est un mouvement, pour moi, de manipulation tellement fort Mmh. qu'on on a tellement piégé les gens, soit en bas, soit en haut d'un range, qu'on va tellement les défoncer violemment En que fait, il y ton a tellement de trading. souffrance qui peut être amenée juste en poussant le prix plus bas que, bah, le marché, Exactement. en fait, juste punit les gens en général, donc OK. C'est exactement ce qu'on a fait là avec le Bitcoin. On est sorti du range, on a fait le vieux M-top, le vieux pullback, on a Mmh. piégé tout le monde. Là, c'est sûr, il y a des gens qui ont long. Et après, voilà, Bonne chance à eux, hein. Du on coup, va plus bas. Oh. tu parlais de short, de long, donc au final, de ce que je comprends, tu fais aussi des futures. Quelle est ta relation entre spot et futures? Est-ce que tu fais majoritairement du spot? Est-ce que tu fais majoritairement des futures? J'ai cru comprendre que tu as eu un gros run sur les futures, donc j'aurais bien aimé un petit peu, ouais, comprendre un petit peu ta relation par rapport à tout ça, comment tu utilises un petit peu ces outils-là. Parce qu'au Alors, final, je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de confusion sur, «Ah bah, du coup, je suis trader, du coup, je fais que des futures», ou pas du tout. Enfin, genre les gens, je pense, ne comprennent pas nécessairement comment bien utiliser les futures et potentiellement, que font les gens qui regardent, quoi, comme toi? mhm. Alors moi, quand je trade, je fais uniquement les futurs. Euh, OK, à moins que je veuille acheter un shitcoin sur la BSC, tu vois. Mais ça, OK, je le fais plus. Quand donc j'ai vraiment, quand je trade futur, je fais uniquement ça sur peu importe la plateforme, mais sur pas mal de plateformes. Genre, tu peux mmh, trader. J'ai plusieurs comptes sur différentes plateformes. Comme ça, je sais, par exemple, ce compte est à haut risque, je peux me permettre de prendre un trade risqué de ouf. Alors qu'il y en a OK. un autre, je me dis, OK, celui-là, il est safe. Celui-là, genre, j'essaie de le grind petit à petit, tranquille. Donc, vraiment, j'essaye aussi Donc de séparer deux comptes de trading différents sur deux façons de trader différemment. mais du coup, en fait, concrètement, ce que tu dis, c'est que tu as 2 comptes futures, un Mhm. dégène, un peu plus, Ouais, entre guillemets, ouais. plus chargé, moins risqué, c'est ça? Mhm. Ou est-ce que, donc en fait, en soi, techniquement, quand tu fais du trading pur, tu fais que des futures, tu fais pas de spot. Est-ce que tu fais quand même du spot à côté? Genre, aujourd'hui, tu vois, il y a plein de Alors, gens qui ont des folios qui sont spot et à côté, peut-être une grosse partie en futures. Comment toi, aujourd'hui, tu balances un petit peu ton folio? Comment tu alors, actu- t'organises? alors actuellement, pour le spot, pour te dire, je hold une seule crypto-monnaie, c'est IMO, pour être honnête. OK. Je hold que ça, je hold rien d'autre, et tout le Mmh. reste, je fais du trading. Même pas de BTC. Tu m'as dit que tu Non, étais maximaliste BTC, tu as pas pris du j'ai pas. BTC? Ouais, mais pas maintenant. Pour moi, OK. le marché, il est dégueu et j'ai pas forcément envie de tester dedans. J'en avais acheté à OK, 3000 pour te dire, tu vois, OK. quand il Et était tu à pas de 3000. NFT, par exemple, de ce genre de choses ou Si, alors les d'argent en NFT, DeFi? si, alors les NFT, j'en ai, mais j'ai pas un gros portfolio. Je voudrais bien m'acheter un Bored Ape, mais bon, il va falloir mettre le cash. C'est un peu chéros. Ah, c'est, ouais, 400K, 400 ouais, Ouais, 400K, 500K en ce moment, donc ouais, c'est un truc de ouf. Mais sinon, c'est un truc côté là. NFT, là, je suis à fond dans le truc Stepen, là. C'est un truc de OK, ouf. OK. Et On du aura coup, le bah, temps d'en reparler, évidemment. mhm. Donc, OK. Du coup, beaucoup plus futures que spot. Ouais. J'aimerais bien un petit peu tu expliques un petit peu ton run sur la partie futures parce que voilà, on a tous des expériences un peu différentes sur les futures. Mhm. Je pense qu'on a un petit peu tous cramé des comptes dessus. Je Ouais. pense qu'on a tous eu peut-être aussi des gros gains et puis derrière aussi des grosses pertes. Je parle aussi par expérience, hein. Sincèrement, en futur, je me suis pris des bonnes petites claques, des bons petits coups dans la nuque, tu vois, genre Ouf. assez régulièrement. Donc je sais ce que c'est. Quelle est un petit peu ta relation avec les futures? Parce qu'au final, c'est quand même un outil qui te permet de prendre beaucoup plus de risques que, par exemple, en spot. Est-ce que toi, tu arrives à le gérer ou pas? Voilà, un petit peu avoir ton histoire avec les futures, parce que ouais, il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont règles sur les futures, et Mhm. je pense il faut aussi un petit peu avoir le background des gens qui font réellement de l'argent sur les futures et comprendre comment ils Alors, ont grind, tout c'était simplement. c'était il y a une année environ, ouais, une année en février, quand il y avait eu un énorme run. Bah moi, je m'étais dit, vas-y, le fil, c'est la cryptophile, Filecoin, pour les gens qui connaissent. Je me suis dit, il a une bonne pattern. Mais à ce moment-là, j'étais un peu dégène et j'avais un peu d'argent, donc je me suis dit, vas-y. Et j'étais Mhm. vraiment en mode, let's go, to only up, et ça va jamais descendre, tu vois. Ok. Et du coup, j'ai ouvert Mais pourquoi sur t'avais un fil biais de un. ouf comme ça sur Phil, par exemple? Ah, bah je peux te montrer la charte si tu veux. Ouais, je suis Vas-y, chaud. je te montre la charte. Désolé de te couper, mais en fait, tu m'as dit up on sur Phil, et je t'avoue que j'ai vu le graphique d'aujourd'hui, j'ai pas trop capté au début. Donc, Ah non, mais aujourd'hui, moi, je le traite plus, mais c'était ici, hein. ok.
ici, on avait ici le petit truc rien de bien compliqué. Et ici, j'ai vu une espèce de cuve avec, on faisait à chaque fois des U, tu vois. Et au moment où on s'est rapproché ici, je me suis dit, ok, là, ça commence à devenir intéressant et je pense qu'on va en sortir, tu vois. Et du Mmh. coup, ici, j'ai posé un levier 10 avec 30K OK. pour te dire. Donc ici, et 2 jours après, je me suis retrouvé ici, j'avais 300K sur le compte. C'était assez radical, on va dire. Et du coup, moi, j'étais persuadé que ça allait monter plus haut. Pour te dire, j'avais un TP à 207, je crois. 207, c'était là. OK. J'avais un TP là, et du coup, je me suis dit, punaise, let's go, c'est parti. Et mon TP, ça me faisait 2,6 millions avec 30K. Bon, Du ça coup, va. ça aurait été un On a vu magnifique pire. trade. Ouais, on a vu. Et du coup, ça aurait été un magnifique trade. Sauf que pendant toute cette phase ici, moi, j'étais trop greedy. Je me suis dit, vas-y, let's go. J'étais en croisée. Vas-y, j'ouvre des autres leviers ailleurs. Mmh. Donc sur les FTM, un matin, je me suis fait 50K. Genre, et vu que j'étais en croisée, je reprenais en fait l'argent que j'avais gagné sur le fil et je le remettais dans dans des autres trades. Et du coup, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai perdu un petit peu. Donc, pas tant que ça. Et quand on était là, donc la première bougie rouge, je me suis dit, vas-y, je recharge le fil. Et du coup, je me suis retrouvé j'avais 75K en levier 10 sur le fil. Et du coup, bah, ça a descendu un peu trop bas et je me suis fait liquider là. Donc ici, je me suis OK. fait liquider là parce que j'ai fait genre des erreurs débutants. J'étais trop greedy et je me suis dit, vas-y, ça va monter. Et je pensais pas qu'on allait descendre autre en bas. Alors que c'était obvious. Pourquoi pas venir rechercher, tu vois, le retest ici. C'était vraiment obvious, Mmh. quoi. Il y avait tout ici, il y avait un retest clairement à Une venir grosse zone de chercher. support, ouais. Mmh Ah ouais. mh. Et Et du coup, ouais, vas-y. ouais, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu vois ça? Comment déjà, est-ce que c'était genre un trade qui était en dehors de ton risk management? Est-ce que tu étais en mode vraiment full degen, en mode YOLO? Ah ouais, Ou ouais, est-ce que là j'étais en c'était YOLO. mais Ah ouais. genre, tu étais déjà YOLO avant? Ou genre il y a un truc qui t'a trigger dans ta tête pour partir YOLO comme ça, par exemple? Non, j'étais depuis que j'étais dans les crypto-monnaies, j'étais dégène et vu qu'en fait, j'étais assez jeune et j'habitais chez mes parents, genre je pouvais prendre tous les risques. Je sais que Ouais, j'avais à manger tu le disais en soir et je mode: «Si pouvais je perds, dormir. c'est pas grave, quoi». Exactement. Bon après ça m'a fait chier quand je me suis levé le matin et j'avais le mail de liquidation de Binance et j'ai vu que le fil j'étais à 0 là. Je Ça connais m'a ça fait donc j'étais un peu t ouais, j'étais là, fait chier. Après je me suis dit surtout à mon âge, tu vois, avec 300 000, qu'est-ce que tu fais? mmh, Tu peux t'acheter une appart, tu déjà un loyer, genre il y a tellement de trucs possibles à faire. Après, moi, j'en ai un peu regretté, mais je pense que c'est des erreurs que, heureusement que je les ai faites quand j'étais jeune et pas forcément maintenant que ouais. j'habite plus chez mes parents, j'ai un loyer à payer, je dois me nourrir, etc. Et je pense que ce qui m'a vraiment changé ma façon de trader et où je me suis vraiment calmé, entre guillemets, parce qu'avant, j'étais full dégène, hein, vraiment, je pense que les gens qui ont vu une de mes vidéos il y a un an et qui regardent une vidéo maintenant, il y a une grosse différence. Et, euh, et ben en fait, Frérot, voilà. on parle quand même d'une position où tu as 30K et tu fais 300K de bénéf et tu TP pas, genre, c'est vraiment un putain de dégène, quoi, genre. Enfin, moi, j'ai déjà été putain de dégène comme ça, tu vois, mais c'est compliqué. Qu'est-ce que tu t'apprends de tout ça un petit peu? Quels apprentissages tu tires un petit peu de tout ça? Que ce soit sur ta gestion du risque, que ce soit aussi peut-être sur le cross, parce qu'aujourd'hui, on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup d'exchanges qui sont de base en cross. Mhm. Et je Ah ouais? trouve que c'est vraiment pas adapté. Bah, je crois que FTX de base, les gens qui utilisent pas le Ok. sous-compte, c'est du cross. Binance, le mode de base, c'est pas le mode isolé, c'est le mode cross. Et tu Mort. vois, je me dis que, tu vois, pour les gens qui débutent, commencer en cross, c'est peut-être compliqué, tu vois. Donc, je voulais un petit peu avoir, ouais, quels sont tes apprentissages et voilà, comment aussi tu inclus la part des choses, enfin, la part de risque avec le cross, par exemple, dans tout ça. Bah, moi, je suis contre le cross, en tout cas pour tout le monde. Même si moi je l'utilise, je suis contre de le dire aux gens, j'utilise le cross, utilisez-le. Vraiment, moi je suis Ok, plus en mode, ok, je l'utilise, mais maintenant, quand j'ouvre une position, je l'ouvre jamais sans stop loss, par exemple. Alors qu'avant, oui, tu vois. ok. Et du Donc, coup, bon, et je pense que les gens ils doivent se rendre compte aussi de l'argent qu'ils mettent. Je pense que moi, j'ai pas à juger quelqu'un qui va utiliser le cross ou pas. Je suis plus en mode, est-ce que tu es prêt à perdre l'argent que tu as mis là? C'est tout. Si tu es prêt à le perdre, bah vas-y, fonce. Pourquoi pas? Si tu n'es pas prêt à le perdre, bah fais les choses correctement. Pourquoi pas aller en spot? Essaie d'abord de trader un peu en spot, prendre deux mm, trois mm. pourcentages par-ci par-là. Essaie de suivre ton plan de A à Z. Et une fois que tu prends là, tu peux te dire, OK, est-ce que je peux me permettre de prendre un peu plus de risques? Et moi, ce que je dis à la plupart du gens, c'est va essayer, tu as ton capital, je sais pas, tu as 100 balles, mets 2 balles dans le cross, mais en futur, va essayer.
comme ça, tu vois ce que c'est, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, nous on en parle tout le temps, mais il y a beaucoup de gens qui disent mais c'est quoi? Vas-y, j'ai envie d'aller essayer, je suis curieux, etc. Mmh. Et du coup, le fait qu'ils aillent essayer et qu'ils perdent lors de balle, parce que c'est presque obvious qu'ils vont les perdre, bah, ils vont dire ok, je les ai perdus, j'ai essayé, maintenant je retourne à mes trucs que je connais. Je pense que le stop loss, il est hyper important à placer. Alors, en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs types de stop loss qui existent. En vrai, tu as le stop loss limite, tu as le stop loss Mhm. market, mais aussi tu as le stop loss qui peut être mental dans certains cas. C'est-à-dire que c'est très risqué de réfléchir comme ça, mais tu peux aussi te dire, ok, je clôture ma position si par exemple en 4 heures, on fait une clôture en dessous de ce prix-là, tu vois. Ou Ça, je suis si d'accord à fond. en 4 heures, par exemple, je passe au-dessus de cette EMA ou ce genre de choses. Est-ce que c'est le genre de choses que tu mets en place? Ou est-ce que par exemple après ça, tu te dis, quoi qu'il se passe, je mets un stop market et ce marché, il est trop risqué pour avoir ce genre de stop loss un petit peu mentaux? Alors, moi, je pense que je l'ai utilisé à un moment en me disant, vas-y, si j'ai un breakout en dessous de tel niveau, avec une clôture, parce que si tu as un stop loss et tu as une mèche, bah, tu es pris, alors qu'avec une clôture, tu pas forcément pris, donc ça peut te donner une petite marge. Mais après, il faut aussi être assez fort dans sa tête pour dire, ok, je clôture ma position, que j'en perds, et j'appuie sur le bouton. Moi, je pense que pour quelqu'un qui commence, c'est très bien de placer son stop loss même avant. Même si ton stop loss est pris et que tu vois, par exemple, on a une chasse au stop et que ça repart, vaut mieux reprendre le trade et remettre son stop loss. Parce que Hmm. tu n'es jamais à l'abri, parce que moi, je le sais, hein, genre, ah, ça clôture, bon, vas-y, j'attends encore un peu, ça va peut-être descendre, ça descend, ça Ouais, tu descend, ça laisses de la descend. marge et au Ouais. final, tu veux jamais clôturer ta position en perte. Tu te dis: «Vas-y, j'attends un peu que ça remonte pour passer en vert ou break even, je Mhm. clôture» et en fait, ça peut te mettre vraiment dans une sorte de en fait, moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois? Moi, ça m'est déjà arrivé et je pense que c'est un truc que les gens ne comprennent pas. Mais en fait, quand ça t'arrive, tu peux te retrouver dans une sorte de suite d'événements qui te mettent au fond, en fait. C'est-à-dire que tu peux te retrouver avec une position où tu vas risquer peut-être 1 000 €, tu vois? Et au final, tu décides de pas te faire stop et enfin de pas, clôturer ta position alors que de base dans ton plan, tu t'es dit: «Je clôture ma position» Mhm. et donc au final, tu dis: «Je vais attendre ci, ça» ou peut-être tu vas même renforcer ta position qui est perdante et en fait, au final, tu peux te mettre à dans une position où tu peux, genre par exemple, perdre au final 10 000, 20 000, 30 000 sur une position où de base, en fait, tu risquais 1 000 en fait Ouais. et ça c'est pas pour faire chier les gens, c'est littéralement moi, ça m'est déjà arrivé ce genre de choses Moi aussi, à hein. mes tout débuts et ça, c'est vraiment un problème. Donc, en gros, moi, aujourd'hui, en ce moment, je me permets de faire un petit peu une ouverture sur ça. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de gens sur Twitter qui disent ah ouais, vraiment, tu places un stop, t'es un. Tu vois, enfin bref, voilà, C'est nul, ouais. t'es une salope, t'es nul, tu vois, genre t'es quelqu'un de faible, etc. Moi, je tiens à dire à toutes les personnes qui nous regardent qu'il faut pas le prendre de cette manière-là et que aujourd'hui, vaut mieux, par exemple, se faire couper une position et peut-être enchaîner certains stops que justement se retrouver dans des positions où, bah, en fait, tu t'arrives jamais à clôturer psychologiquement et ça t'entraîne dans une suite d'événements, en fait, que, par exemple, si tu es en cross, c'est encore pire, tu vois. Parce que si ta position perdante, elle enfle tout le reste, en fait, tu peux te retrouver à liquider ton compte alors que tu avais des positions gagnantes dessus. Donc c'est ça. Et par exemple, aujourd'hui, dans mon trading, euh, aujourd'hui, il y a certaines positions que je prends uniquement quand des stops se font chasser, ou justement, je rentre en position quand les gens se font chasser leurs stops. Est-ce que c'est quelque chose, par Exactement. exemple, que tu fais Ah, tout ou le pas? temps, hein. Ouais. C'est le même délire des déviations. Quand je vois qu'il y a une déviation Mhm. et qu'on réintègre, je me dis, ah, il y a les gens qui se sont fait défoncer, vas-y, moi je prends maintenant. Et c'est aussi quelque chose que je tradais avant. Je plaçais, j'avais un range, je voyais que ça descendait, je me suis dit, ok, là, il y a trop de lots qui sont au même endroit, trop de stops qui vont placer, et moi, je commence à Trop de placer. fonce. Ouais. Et moi, je place mes ordres aux endroits où, si j'étais noob, je placerais mon stop. Exactement. Et je place plein d'ordres comme ça, parce que je sais jamais jusqu'où la mèche va aller, mais je place plein d'ordres, et au final, tu rentres sur la mèche, sur la liquidation des autres, et ça dure une demi-seconde, et tu es reparti en haut, et tu es directement dans le vert. Ouais, c'est ça en fait. En fait, pour moi, il faut prendre un petit peu ses erreurs pour apprendre quelque chose et se dire en fait, ok, je me fais tout le temps stop, mais en fait, pourquoi j'essaierais pas de prendre des positions à chaque fois où je me ferais stop en fait? Et enfin, ça a l'air d'être le cas pour toi, mais par exemple, moi, dans mon trading, maintenant, j'inclus justement le fait que des stops sur des grosses time frames se soient fait chasser avant de prendre position. Donc, Ouais. par exemple, c'est quelque chose qui peut exister. Enfin bref, petit aparté Ouais, ouais. sur les stops, Bah, par exemple, mais dans le livre, ouais, juste dans le livre Tabi Cabage, il y a ouais. un petit paragraphe, je me souviens maintenant, qui dit est-ce que si vos stops sont pris tout le temps, placez
votre entrée à l'endroit où vous placez votre stop. Et tu décales juste ton trade. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Et finalement, tu vas passer beaucoup plus de trades gagnants juste avec ça que de dire vas-y, je rentre maintenant, c'est peut-être pas mal, alors que pas Après, pour forcément. autant, voilà, il faut pas non plus, il faut pas non plus être dégène et Ouais. rentrer quand le marché il change de structure, par exemple. Mais voilà, ça peut vous donner des idées, en tout cas, dans votre trading. Du coup, on a pas mal parlé de trading, on a parlé un petit peu de ta phase dégène. Voilà, pour parler chiffres, je crois que tu es vraiment passé genre de voilà, quasiment 30K à plus de 300K à certains moments. Donc, on parle de somme quand même qu'il y a peu de gens qu'ils ont réalisé en trading, donc c'est quand même gros. Comment tu fais, par exemple, pour te reconstruire après tout ça, tu vois? Parce que moi, par exemple, j'ai cramé des comptes, tu vois. J'ai littéralement Mhm. cramé des comptes et je me suis mis dans des positions, personnellement, psychologiquement, où j'étais mal. C'est-à-dire que je me suis trouvé dans des positions où je me suis retrouvé à perdre de l'argent et me mettre tellement mal que bah, j'enchaîne une nuit blanche et au final, tu arrives en études, tu arrives au taf, t'es pâle, tu te sens pas bien, t'es pas heureux, tu dois faire style Mhm. que t'es heureux face aux gens, etc. Ouais, c'est horrible ça. Et tu prends des pertes qui sont assez fortes. Comment tu fais, toi, enfin, comment t'as fait, toi, pour te relever de tout ça? Parce que, en vérité, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont essayé des futures, qui nous regardent et qui ont peut-être fait des grosses pertes récemment ou historiquement. Comment tu te reconstruis en tant que trader pour repartir peut-être d'un capital qui est beaucoup plus bas qu'il n'était par le passé et vraiment d'apprendre, en fait, de ces erreurs-là? Alors, pendant longtemps, quand je me faisais liquider mes comptes, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, on va pas se mentir, quand tu es en mode Ouais, dégène, bah, ça une fait fois que partie du jeu. ouais, une fois que tu t'es BitMEX, fait hein. liquider, ouais, une fois que tu t'es fait liquider, en fait, t'as pas grandi de ta mentalité, en fait. Quand tu vas Mm, remettre ton argent, tu es reparti en mode dégène et 3 semaines plus tard, tu te refais de nouveau mm. liquider. Ouais. Donc moi, je pense qu'il faut, au bout d'un moment, se dire, heu ouais, c'est compliqué à dire parce que moi, j'ai vraiment eu ce changement à partir du moment où je suis parti de mes parents, en fait. À Mm. partir du moment où je suis parti de mes parents, je me suis dit: «OK, je peux plus faire le con, je dois vivre de ça. Si je peux pas, je me vois mal demander de l'argent à mes parents», tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça Ouais. m'a mis une certaine, pression par rapport à ça. Par contre, pour le reste, pour être honnête, franchement, j'ai aucune idée. Parce que moi, c'est ce qui m'a fait sortir, tu vois, de ça. Mais je pense que ça peut être différent pour énormément de gens. Et, mais à mon avis, tout ce qui est, pourquoi pas partager ses positions, même tu as ton compte Twitter. Imaginons quelqu'un qui a son compte Twitter, qui veut se mettre au trading sérieux. Il a Mhm. juste besoin, même s'il n'y a pas de personnes qui suivent, il ne faut pas le faire pour avoir de l'audience, etc. Juste partager ses trades sur son compte Twitter. Ça va intéresser plusieurs personnes. Ok, tu vas te prendre des briques, tu vas gagner des fois, mais à mon avis, bah, ça va te permettre de dire, ok, j'ai partagé cette position, maintenant il va falloir que je respecte mon plan. Parce Mm, que en partageant la chose, tu te crées en fait une espèce Tu te de. conditionnes en fait. Mhm. Et puis après, tu partages quelque chose et tu es obligé de le faire bien parce que les autres te regardent. Et En moi, fait, je tu te sais que conditionnes à mieux trader en fait. Moi, moi, c'est c'est quelque chose. exactement moi ce dans quoi je tombe actuellement, tu vois. C'est pour ça que je rebondis là-dessus. Je Ouais, te laisse ouais, reprendre, mais mais moi, je sais que, par exemple, ma chaîne YouTube, même parce que moi, j'aime bien partager mes trades dans ma chaîne YouTube. J'aime bien montrer, OK, j'ai pris ça, j'ai pris mon stop loss là-dessus, et cetera. J'aime bien le faire parce que je sais que ça me permet de me cadrer et de me dire: «OK, j'ai dit ça aux gens, je peux pas faire autrement. Je me suis pris mon stop loss, je l'avais posé là dans la mmh, dernière vidéo. Cette fois, je me le suis prise». Les gens l'ont vu, tu vois? Et du ouais. coup, tu peux pas tricher sur toi-même. Parce qu'il y a d'autres personnes qui te surveillent. Et moi, je pense que ça, c'est une des clés dans le trading. Et je pense que si tu as des personnes qui te suivent un petit peu ou tu partages tout ce que tu fais publiquement pour les autres personnes, je pense que ça va t'aider grandement en tout cas. En tout cas, moi, je le vois comme ça et en tout cas, ça m'a aidé. Moi personnellement, tu vois, à partir du moment en fait où j'ai vraiment commencé à partager publiquement, en fait, je suis monté très vite en qualité sur mes trades. C'est-à-dire que avant, je pouvais me permettre de prendre des trades qui étaient beaucoup moins quali, qui étaient beaucoup moins élevés en termes de standards, dans mes critères, tu vois. Et au final, le fait de le partager, je me dis, en fait, je peux pas partager de la merde. Genre, je suis obligé de garder le meilleur du meilleur du meilleur pour ma communauté. Et en fait, ce que ça a fait, ce que ça a créé chez moi, c'est que j'ai fait beaucoup moins de trades et j'ai été beaucoup plus exigeant sur mes prises de position
Mmh. Et en fait, mes prises de position, je les ai partagées. Et en fait, quand tu partages tes prises de position, tu es obligé de partager les meilleures. Et au final, moi, ça m'a permis d'avoir un win rate qui a largement augmenté. Alors après, chacun ses phases de marché. Moi, j'ai des phases de marché où quand on est en consolidation, je trade plutôt mal comparé à pas mal d'autres gens. Et par exemple, quand on est en phase tendancielle et que j'ai pris justement ces trades-là, moi, en tout cas, ça m'a vraiment obligé à prendre uniquement les meilleurs trades et pas seulement ceux qui se mettent sous mes yeux. Vraiment Mmh. de faire une comparaison de, OK, quels sont les meilleurs, comment je les garde et tout. Enfin, je sais pas, je suppose que tu as eu un petit peu la même Ouais, chose. même chose, hein. Moi, depuis que j'ai bougé, par exemple, moi, c'était vraiment un déclic, hein, pour te dire, c'est vraiment été un déclic. Depuis que j'ai déménagé, j'en prends, je pense 10 fois moins, des trades. Ouais. Parce que je suis obligé de sniper la bonne entrée, être sûr, parce que je peux pas me permettre de liquider mon compte ou quoi que ce soit. Du coup, ouais, ça te crée en fait une obligation et au final, je sais pas. Est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui, tu trades, comment dire, est-ce que la plupart de ton temps, tu trades ou est-ce que tu fais aussi d'autres choses enfin, on en reparlera après, mais tu as aussi monté des projets. Est-ce que le fait aussi de monter des projets, ça t'a mis un petit peu plus de distance avec ton trading et du coup, tu trades peut-être moins, genre par exemple en scalping ou en day trading qu'avant? Est-ce que ça a Euh, changé, ça a impacté ton trading ou oui, quand absolument pas, par même. exemple? Est-ce que ça a impacté mon trading? Un petit peu, mais je pense pas tant Pas que tant que ça, parce ça. que j'ai un peu 2 phases, genre soit tu crées le projet, soit tu trades à fond, tu vois? Ok. Soit tu fais T'arrives pas quelque à faire les deux en même temps? en fait, je sais que si je fais les 2 en même temps, bah, je vais faire du trading, quoi, donc j'avance Ok, pas l'autre. ok, Ça, c'est un peu le et ça je sais que marche. tu construis mieux quand, ça descend, quoi. Bah ouais, voilà, on va dire que le marché il a été assez pénible en ce moment et je suis devenu un builder, tu vois, tu me comprends. C'est. Ouais, je Non mais comprends. voilà, en fait, enfin, on en parlera après, mais je trouve que c'est intéressant de construire des choses et pas de faire que du trading. Trading c'est bien, c'est rentable, mais c'est pas forcément la chose qui te développe le plus en tant qu'humain, je pense. Ah, clairement pas, hein. Et je pense que c'est justement ça que ça crée. Euh, Je voulais parler un petit peu de l'impact des réseaux sociaux, tu vois. Le fait de est-ce que le fait, par exemple, de passer du temps sur Twitter, etc., est-ce que ça impacte ton trading ou pas? Par exemple, le fait que tu vois l'analyse de d'autres personnes, est-ce que ça renforce des biais que tu peux avoir ou ça peut faire changer tes biais? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu as assez de distance pour justement que ça affecte pas ton trading? Parce que moi, je sais que quand j'ai été jeune et débutant, ça m'est arrivé et j'ai l'impression que peut-être des gens peuvent ne pas tenir leurs convictions du fait de regarder, par exemple, d'autres traders sur Twitter. Alors, je suis assez d'accord avec toi. Souvent, quand on commence, à faire du trading, moi, ça m'est déjà arrivé de faire du copy trading. Surtout quand tu venais d'arriver, tu télécharges Twitter, tu Mmh. suis les plus grands noms, le gars, il partage quelque chose, tu fonces, tu te dis: «Ah vas-y, ça va passer, tout ça, let's go», Ouais. tu vois? Et alors que maintenant, pas du tout. Moi, ce que j'apprends plus sur Twitter, c'est je me pose toujours la question: «Pourquoi il fait ça? Pourquoi il a dessiné ça?» Et j'essaie de plutôt me mettre à sa place et me dire: «OK, il a tiré cette trendline parce qu'elle est là. Moi, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce qu'elle est bien tirée? Est-ce que je l'aurais fait comme ça?» Et ça me remet plutôt je me remets en question, mais sans changer mon analyse à moi. Je veux OK. plutôt en apprendre pourquoi elle a fait ça, parce que je suis toujours en fait, un trader, il faut être vraiment ouvert et pas seulement se focaliser sur son trading, je pense. Surtout, tu te dis: «OK, pourquoi elle a fait ça? Est-ce que je dois en prendre note? Est-ce que je dois peut-être regarder comment je peux peut-être l'intégrer à mon trading si c'est bien? Est-ce que j'aime ce qu'il a fait?» Moi, c'est quelque chose vraiment que, j'ai appris à fond dans le trading. Est-ce que j'aime mes analyses? Mmh. Est-ce que quand je regarde la chart, est-ce que j'aime ce que j'ai Ouais. fait? Parce que si tu aimes pas ce que tu fais, tu vas pas y arriver. Et du coup, moi, j'ai vraiment une relation à ça. Est-ce que j'aime ma chart? Est-ce que j'aime l'analyse que j'ai proposée? Si oui, bah, pour moi, elle devrait marcher, tu vois? Et est-ce que tu arrives à être encore curieux et apprendre, genre, des autres ou de vouloir, Ouais. par exemple, personnellement aller chercher, genre, d'autres manières de trader? Ou est-ce que tu tombes pas peut-être des fois dans une routine qui fait que, bon, bah, ça marche, j'ai pas envie d'apprendre autre chose? Alors là, j'ai un peu l'impression, bah, avec le price action, là, ça marche vraiment bien. Donc je me dis: «Est-ce que je vais Bon, je vraiment garde aller ça. apprendre Ouais, l'Ishimoku?» tu vois? ouais. Non, mais Donc je peux comprendre, hein, non, non, chacun c'est ses une envies, petite tu vanne. vois? Il y a des gens qui veulent, avoir des Je nuages sur voulais leur chart, tu vois? Chacun fait ce qu'il veut, tu vois? je voulais faire une petite vanne. Non, Non, je mais pense qu'ils ont bien été vannés, là, c'est Hem, j'aime j'essaie d'apprendre toujours, mais par exemple, tu vois, là, j'essaie de vachement me développer dans tout ce qui est price action, liquidation, les ranges comme ils sont formés, les prises de liquidité et cetera. J'essaie d'être à fond là-dedans et là-dedans, j'essaie d'apprendre encore plus pour pour essayer de développer des nouveaux trades que j'aurais pas forcément eu l'idée. OK. Du coup, j'essaie de faire ça, mais sinon, pas tant que ça. J'ai pas trop
en fait, au final, je vois un peu tout. Je pense que j'ai un peu tout vu entre vague d'Elliott, Ishimoku, les trendlines basiques, les ranges, etc., les Mhm. triangles qui marchent bien dans les actions, mais pas forcément dans les cryptos. Et au bout d'un moment, tu dis, ok, qu'est-ce que j'aime bien? Je sais qu'à un moment, je faisais à fond de la vague d'Elliott. Je sais qu'à un moment, je faisais à fond tout ce qui était trendline. Moi, Et au j'ai final, tu... jamais compris les gens qui faisaient des vagues d'Elliott, hein. Sincèrement, Ah c'est ouais? tellement loin de ce que moi je fais. Je me suis Mais jamais pris je cette claque, tu comprends. vois. Ça... Je comprends, mais en fait, moi, j'ai juste gardé la base. Par exemple, je sais qu'une correction se fera toujours en ABC. Donc, juste une, deux, trois. Et en fait, à Ok. chaque fois, ça me permet de m'éviter que je sais que ça descend et que ça commence à remonter. Je sais qu'il y a encore une vague baissière. Et je sais qu'il y a encore une jambe baissière. Et ça m'évite plein de trades où je me fais avoir, tu vois. Et ça, je garde juste ça dans le coin de ma tête. Et à chaque fois que je vois une baisse, je me dis, OK, c'est intéressant. Pourquoi pas attendre encore une jambe. Ok. Donc au final, tu associes plusieurs choses pour trader maintenant. Un petit peu ton bagage précédent pour alimenter le nouveau, quoi. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, par exemple, quelles sont les nouvelles choses que tu apprends? Tu parlais des liquidations, du volume. Comment tu fais pour les apprendre et c'est quoi un petit peu tes dernières trouvailles, quoi? Alors, dernière trouvaille, c'est que des comptes Twitter. Là, j'ai trouvé des pépites. Ils Ok. ont 100, 200 abonnés, mais ils partagent des Donne les trucs. blazes. Donne les blazes, là. Mais je les ai même pas en tête. Genre, je peux T'as les juste les chercher pépés si en tu veux. tête. C'est ça. Je peux les chercher. Mais bah, par exemple, là, j'en ai un. Il s'appelle Gursy Ribs. Par exemple, Ok. bon, lui, il a 11 000 abonnés, par exemple. Et il partage. Attends, je peux peut-être te montrer. Attends, je t'envoie sur ton compte Twitter, comme ça, attends, je vais envoyer ça où? Copier le lien. Attendez, je vais le mettre là. Voilà. Je peux montrer Donc, ton écran? ouais, tu peux. Hop. Je sais pas si tu vois. Ok. Ouais. Par exemple, lui, il partage ça. Tu vas dire, mais c'est quoi? Bah, en fait, moi, je me plonge là-dedans et j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qu'il Ok. a fait? Pourquoi il a fait ça? Donc, ici, on voit une tendance baissière, un vieux range. Il y a la liquidité en dessous et au-dessus. On vient, déviation. Ici, on fait une inversion de structure. Donc, ici, on a la petite inversion de structure. De nouveau, un range. Là, on a notre A, B, C. MSB, On vient c'est marqué chercher structure donc la break, zone. non? Euh, Ouais, mais là, on a si tu regardes, même là, j'ai combiné par exemple avec la vague d'Elliott, on a une A, B, C, tu vois. On est descendu en euh, une grosse vague, correction, ouais, je part vois. dans le sens, et Ok. nouveau une descente. On vient chercher l'order block, et ensuite ça repart. Et lui, il a calé ça, et ensuite il cale le trade. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Je me dis, OK, pourquoi il a fait ça? Et là, tu as vraiment la décomposition, et là, on a le trade du Bitcoin, par exemple. Et là, il nous Mm. montre qu'est-ce qu'il attend à chaque fois. Et moi, en voyant ça, j'essaie de vraiment me dire, OK, pourquoi il a fait ça? Et je passe un peu plus de temps sur une simple photo, tout simplement. Ok. Et t'aurais quoi à dire aux gens qui croient pas en l'analyse technique? Parce qu'il y a plein de gens qui sont dubitatifs, tu vois, sur Twitter. Plein de gens, notamment dans le fonda. Et ils se disent, en fait, mais en fait, pourquoi je m'intéresserais à l'analyse technique? Avec le fonda, ça me suffit. De toute façon, je performe bien. Enfin, voilà, qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là? Est-ce que, par exemple, avec l'analyse technique et le trading, tu arrives à largement surperformer le marché ou pas du tout? Alors, moi, j'arrive à super former le marché, mais je pense que les gens qui sont très bons en fonda arrivent aussi. Je pense que c'est vraiment deux écoles différentes et qu'il faut juste respecter l'autre. C'est juste pas la même façon de trader. Après, moi, je suis assez d'avis que toutes les informations que on peut avoir sur un graphique, que ça soit action, crypto, etc., est déjà Mhm. enregistré sur le marché. Si par exemple, je vois qu'on a un énorme pump, je me dis, OK, il vient d'où le pump? Je vais peut-être aller voir la fonda. Tu vois ce que je veux dire? Mais Ok. même chose que le gars, il voit la news, il va voir la chart, il va voir le méga pump, il va dire, oh bah merde. Ouais. Et du coup, soit tu arrives à le pré-shot en analyse technique ou en fonda. Et pour moi, je pense que les deux se valent. Quand tu commences à avoir une rumeur un petit peu partout, bah, tu as un petit peu de. Ça commence à bouillir sur la chart aussi. Hmm. Et tu le vois. Et je pense que c'est deux écoles qui se respectent et bah, qu'il faut se respecter en tout cas. Mais En, en tout cas, je préfère l'analyse technique perso. J'ai pas trop envie de lire, tu vois. en fait, j'ai un peu l'impression que, en fait, avec l'analyse technique sur Twitter, en fait, quand ça monte, c'est grâce au fonda, et quand ça baisse, genre, en gros, genre, c'est tout le temps, genre, dans le sens des mecs du fonda et jamais dans le sens de l'analyse technique, tu vois. Genre, les gens, par exemple, des fois, le prix il monte, mais le fonda n'a pas changé. Enfin, tu vois, genre, comment t'expliques ça? Et moi, personnellement, je trouve que, en fait, l'analyse technique et comment le prix bouge t'en dis tellement en fait sur le projet parce que par exemple si un actif est systématiquement racheté, pour moi c'est que son fondamental est fort, tu vois. Et, Exactement, ouais, je suis d'accord. et si par exemple on fait des creux de plus en plus haut, qu'on fait des belles structures et que derrière on valide, c'est que voilà, il y a des gens qui veulent défendre ce prix-là parce que pour eux le fonda est bon et qui se défend. Et en fait pour moi,
tu vois, le fondat, c'est quand même la base des choses, mais l'analyse technique, elle peut te montrer à quel point les gens ont une conviction dans ce fondamental, en fait. Et j'ai l'impression que le fondamental, c'est bien, mais qu'il y a trop de gens qui se laissent piéger dedans. Et je trouve que l'analyse technique, c'est bien pour, enfin, alors, avec de la bouteille, mais pour limiter les biais et être un peu plus objectif sur les projets spéculativement, quoi. Ouais, après, moi, je comprends aussi les gens qui sont, tu vois, à fond derrière un projet. Par exemple, je sais qu'il y a une grosse communauté, par exemple, derrière le projet Mina. Et je Ouais. sais que, ok, c'est un bon projet, etc. Mais si tu regardes le fondat, si tu regardes la chart, tu dis, pourquoi on fait toujours des plus bas, toujours plus Mhm. bas? Genre, et Oui. ok, t'as beau d'être ultra bull sur Mina parce que le projet est ouf, que le projet descend, ça ne correspond pas. Et du coup, moi, là, il y a une différence et tu dis, ok, il y a peut-être quelque chose d'autre que moi, je sais pas. Ouais. Et, ouais. Et après, je pense qu'il n'y a pas que le fondamental qui va faire un truc, sinon le Bitcoin, il serait déjà à 1 million, je pense. Hmm. Si on avait que le fondamental sur le Bitcoin, on serait à 1 million, voire beaucoup plus, parce que le Bitcoin, pour moi, c'est le futur, tu vois, par exemple. Hmm. Ou l'Ether, ou peu importe. Et je Ok. pense que c'est bien aussi de voir un peu dans tous les sens et qui profite quoi, quoi. Ok, on a pas mal parlé trading, j'aimerais un petit peu parler de ta chaîne YouTube. Yes. Du coup, sur YouTube, tu partages des analyses de manière quotidienne, de ce que je sais. Je pense que tu le fais depuis un bon moment déjà. Mhm. Je voulais comprendre un petit peu pourquoi tu le faisais, enfin, à quel moment tu avais commencé exactement dans ta vie de trader et à quel point, ouais, enfin, pourquoi tu voulais le faire et à quel point aussi ça a impacté ton trading. Alors, moi, je suis toujours été quelqu'un de hyper sociable. Pour te dire, je suis Ok, quelqu'un de hyper sociable, même si au final, maintenant, bah, je me renferme sur moi-même, vu que je suis le seul avec, de tous mes ouais. amis qui fait ça. Avec le Et trading, c'est difficile de trouver des gens ouais, qui c'est partagent ça. ça, Et du quoi. coup, tu les retrouves sur Twitter, quoi. Tes potes, c'est Ouais, Twitter, quoi. ouais. Et finalement, bah, tu sors plus trop, etc. Et du coup, bah, tu te dis au bout d'un moment, mais tu sais, je me retrouve tout seul. J'ai envie de partager ce que je fais. Je passe des heures devant les charts. J'ai envie de discuter avec des autres personnes qui ont la même passion que toi. Et du coup, bah, moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas, je lance, j'ai rien à y perdre, tu vois. Et du Mhm. coup, j'ai lancé ma chaîne YouTube, là, ça doit faire 2 ans. En mai, là, ça va faire 2 ans, pile Ok. poil. Et bah, si vous allez voir mes premières vidéos, vous allez voir que j'ai énormément évolué. Et aussi, ça fait partie de mon apprentissage, je pense, comme tout le monde. Et voilà, mais moi, j'ai commencé la chaîne YouTube en mode, je voulais partager ce que j'avais appris, parce que j'avais eu énormément de bouquins, etc. Je voulais partager ce que j'avais appris parce que j'étais sûr qu'il y avait des autres personnes qui arrivaient dans ce marché et que bah, ils auraient bien voulu peut-être te dire, putain, Ton mais il parcours, au a fait final. ça. Ouais, c'est ça. Et voilà, moi j'adore juste partager et c'est vraiment une vraie. Le fait de pouvoir discuter avec des autres personnes qui ont la même passion que toi, moi c'est mon kiff. Donc voilà. Moi, j'ai une question par rapport un petit peu à la cadence de publication. Je t'avoue que c'est un enjeu qui a été clé de mon côté et je voulais un petit peu comprendre ça de quelqu'un qui le fait réellement. Mhm. Moi, j'ai fait un petit peu des vidéos quotidiennes, etc. Et je me suis retrouvé à un moment où, en fait, le marché stagne. Donc, il y a moins de choses intéressantes à dire ou à analyser, etc. Comment, toi, tu gères de ton côté ces moments-là un petit peu moins intéressants d'un point de vue du marché? Est-ce que tu publies quand même des vidéos? Est-ce que tu abordes d'autres sujets? Moi, c'est vraiment le point clé parce que j'en avais fait un tweet et des fois, j'ai l'impression que les gens regardent enfin YouTube un peu plus pour se rassurer que juste pour apprendre des choses. Genre, comment toi, t'arrives un peu à pallier à ça et comment tu le vois? Ah, c'est une bonne question. Alors, moi, je pense que déjà, il faut juste. Bon, à chaque vidéo, j'essaie de tout remettre dans son contexte. Est-ce qu'on va regarder une petite time frame ou une grande? Parce que Ok. même si le marché il fait des zigzags et il est en range nul, on peut toujours descendre en petite time frame et se dire, OK, là, il y a quelque chose d'intéressant. Ou prendre du recul et se dire, OK, on se situe où? On stagne où, tu vois? Par Mhm. contre, c'est vrai que bon, moi, je fais une vidéo par jour parce que j'ai pris l'habitude, en fait. Mhm. Et voilà, genre, je sais qu'à 16 h, boum, j'attaque. Et voilà. Ce que j'aime bien aussi maintenant, c'est vrai que le marché était un peu chiant ces derniers jours. Bah là, il y a le projet Stepen, donc je me suis mis dessus. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, je Mhm. kiffe le projet, j'ai envie de partager ce projet. Je fais des vidéos là-dessus, tu vois. Quand c'est un peu chiant, boum, j'en lance une par rapport à ça. Et je sais aussi que par exemple, l'été, je me décroche un petit peu quand même. Parce que l'été, genre le marché, Faut il est profiter un nul. petit peu. Il est Ouais. nul. Et toi, t'es en vacances, t'es là, t'as pas trop envie de sortir ton ordi, quoi. Ok. Autre question, je pense aussi par rapport à ta chaîne YouTube. Les cryptos, on sait que enfin, c'est un marché hyper saisonnier. Mhm. Saisonnier au point de, bah, en fait, il y a des, enfin, genre, quand le marché baisse concrètement, il y a un total désintérêt de la communauté, un total désintérêt des marques, ou en tout cas un grand désintérêt, et même genre des gens qui sont en dehors de la crypto et qui s'intéressent de manière régulière. Comment toi, tu gères un petit peu ces phases-là? Parce que
on sait que quand on publie des choses sur YouTube, ils ont une manière des fois de mesurer l'intérêt qu'il peut y avoir ou de à quel point les gens aiment ça, c'est les Mmh. vues et c'est les likes. Comment toi tu vis un petit peu ces phases de saisonnalité? Là, on est dans une phase qui est vraiment, on va dire, baissière, donc dans une Mmh. phase où il y a vraiment un désintérêt du marché. Comment toi tu le vis? Est-ce que ça impacte par exemple ta motivation, ton attitude, ta cadence de publication, ou est-ce que ça change rien? Comment tu vis un petit peu tout ça? Alors, moi, je suis plus dans l'optique, je sais que quand on est dans une phase baissière et cetera et les gens avec qui je discute, ils sont pas là pour forcément gagner de l'argent et là, il y a déjà une Mmh. énorme différence et c'est là où pour moi, personnellement, je prends le plus le plaisir. C'est parce que je parle avec des gens qui sont passionnés comme moi et je me dis: «Putain, il Ouais. est encore là dans ce marché maintenant, putain, ça veut dire qu'il est vraiment là pour apprendre, il veut comprendre les ficelles qu'il y a derrière». Alors qu'on arrive en plein décembre, le marché il est vertical et que, j'ai des gars qui me disent: «Génial tes vidéos, ça fait que monter machin». Je me dis: «Tu OK, je veux bien discuter, mais ça sera beaucoup moins intéressant avec quelqu'un qui est maintenant» et du coup, moi j'adore discuter avec les gens qui sont aussi à fond dans le truc, tu vois? Et du coup, Mmh. personnellement, moi, je sors mes vidéos, mais je suis bon, avant un petit peu, j'étais un petit peu plus en mode: «Oh punaise, j'ai pas de like, ma vidéo elle est nulle», mais Ouais. actuellement, plus du tout. Je suis plus dans l'optique parce que je sais qu'il y a des hauts et des bas et je suis plus en mode: «Bah, moi, je fais mon truc, ça plaît ou ça plaît pas, qu'il y ait pas beaucoup de gens qui regardent ou qu'il y ait des gens qui regardent, je m'en fous. Je vais essayer de donner à chaque fois la meilleure qualité de mon truc». Je sais qu'aussi, par exemple, quand ça fait que monter, cette fois, je vais prendre beaucoup plus de pincettes parce qu'il y a des gens qui sont là juste pour gagner de l'argent et qui vont arriver et toi, tu vas dire, OK, achetez ça Mmh. ou j'achète ça et qu'il y a 30 personnes qui te suivent et que le truc se casse la gueule, et ben les gens qui sont pas là et ils veulent pas comprendre pourquoi, ils vont dire, mec, tu m'as fait perdre de l'argent, c'est de ta faute. Je trouve qu'il y a vraiment cette facette-là que, il y a plein de gens qui perçoivent pas, en fait. Je trouve que c'est difficile parfois de faire un contenu de bonne qualité, si ce n'est de meilleure qualité, et d'avoir une audience plus réduite. Mais je pense qu'au fur et à mesure où tu publies du contenu sur internet, tu es de plus en plus un petit peu anesthésié par les réactions et par, Ouais. l'audimat que ça fait. Et voilà, je voulais juste, partager ce sentiment et un petit peu avoir ta réponse sur ça. Mais en tout cas, voilà, voilà, je pense que c'est quelque chose qui est important aussi de partager en termes de créateurs de contenu, même sur Twitter. Des fois, sur Twitter, tu peux faire des superbes analyses, mais tout le monde s'en fout et après quand le prix va être vertical, tout le monde va s'y intéresser et juste like et cetera. Et je trouve C'est ça beaucoup plus gratifiant d'avoir une audience qui est aussi intéressée, même quand le marché est un peu plus stable. ouais, et puis Hem, même si, bah, je pense que tu as déjà fait le test, tu mets un tweet où tu dis que ça va descendre, tu as des commentaires, mec, tu alors que tu mets un tweet où ça monte, mec, génial, vas-y, j'achète. Ouais, le C'est Twitter est vraiment biaisé de fou, c'est incroyable, mais bon. On n'est pas là pour leur dire, ce qu'ils veulent entendre. On est là pour analyser de manière, factuelle et on est là enfin, avec le moins de biais possible, je pense. pour dire notre avis, quoi. C'est Que ça. tu nous suives, Parce c'est pour avoir mon parce que avis surtout, qui est que tu es le même ou pas, quoi. sur Twitter, c'est un peu la chasse aux likes aussi, genre juste tu fais une flèche vers le haut et tu as 500 likes, parce que tu dis que le bitcoin va aller à 100 000 $, tu vois? Genre c'est un petit peu frustrant parfois de voir des comptes comme ça, mais ça fait Mais tu partie du jeu. vois, là, je peux rebondir là-dessus, par exemple. Moi, j'étais comme Ouais. ça il y a environ une année et Ah ouais? demie. Bah, moi, en fait, j'arrivais là-dedans, bah, une année, allez, quand j'ai commencé environ ma chaîne YouTube et cetera, au début, je faisais ça pour, à fond et cetera, mais quand j'ai vu que ça prenait et que quand tu dis que ça allait monter, le cours montait effectivement et que, bah, les gens, ils étaient contents, il y a il y a quelque chose, tu te dis: «Vas-y, mais vas-y, je me lance là-dedans, ça va tout seul», tu vois? Ouais, Mais au bout d'un moment, quand ça commence à descendre, ah, tu fais moins le mariole et c'est à ce moment-là où moi, en tout cas, je me suis rendu compte en mode: «OK, bah, non, c'est pas comme ça» et je sais qu'aussi j'ai énormément évolué, dans ma tête parce qu'avant, j'étais vraiment, entre guillemets, «un gamin», quoi, tu vois? mmh. Mais c'est vrai que, enfin, tu quand même relativement jeune et cetera. On en parle peu, mais des gens qui sont jeunes, enfin, je fais le daron là, mais Arrête, on est déjà des mais boomers en non, agriculture. mais tu vois, non, en vrai, on a tous commencé relativement jeunes dans le marché, mais c'est ça qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le marché, qui sont hyper jeunes et cetera et qui surtout évoluent en même temps, tu vois? Genre, il y a plein de gens qui ont des gros comptes Twitter maintenant qui ont 19, 20, 21 Mmh. et c'est très compliqué aussi de gérer ça et quand on est jeune, on a beaucoup moins d'expérience, on est beaucoup plus à même de faire des erreurs donc voilà, je tenais juste à dire aussi, prenez un peu de recul aussi quand vous critiquez les gens sur Twitter, genre vraiment, des fois, il y a des gens qui ont juste besoin de maturité. Après, Mmh. une grosse audience implique aussi de grosses responsabilités et donc c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention
Mais voilà. Je voulais revenir peut-être sur la partie sponsorisation. J'avoue que sur Twitter, il y a de plus en plus de contenu sponsorisé, ou même Mhm. sur YouTube. Comment toi, tu perçois un petit peu tout ça? Est-ce que t'en fais? Est-ce que t'en fais pas? Qu'est-ce que tu penses un peu de ce qui se fait actuellement Alors, dans le game? moi, j'en fais, mais je me suis pris une énorme claque. Bah, la même chose quand j'étais en période des jeunes, etc. J'ai partagé un scam, pour te dire, tu vois ce que je veux dire. Ok. J'ai fait ma vidéo 2 jours après, ils ont rug pull. Non, ouais, c'est pas drôle en C'est. vrai, et c'est pas drôle. Ouais, Et moi, non, mais c'est vraiment pas drôle, mais je sais que la violence, enfin, c'est tellement violent, tu vois, genre c'est. ouais, et je sais qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit: «OK, c'est bien, tu peux gagner de l'argent, mais attends, tu as créé une belle communauté qui est là, tu partages, tu discutes tous les jours avec, c'est vraiment tes potes, et là, tu viens tout détruire en une vidéo». Et Hmm. du coup, moi, ça m'a remis vraiment en question. Pour te dire, une fois que j'avais fait ça, moi, j'étais en dépression, hein. J'ouvrais mon téléphone, j'avais des 500 messages, des gens qui cherchaient mon adresse, et cetera. Et je sais qu'à ce moment-là, moi, j'étais vraiment pas bien. Et après, tu vois, je vais dire, je comprends, mais en même temps, j'étais con, clairement. Mais au bout d'un moment, j'ai clairement une part de responsabilité. Mais il y a aussi des gens, il faut qu'ils mollo Ils investissent de manière l'asticos. rationnelle aussi. Ouais, c'est ça. Mais quand même, du coup, pour revenir au côté sponsorisation, moi j'ai eu des très mauvaises expériences par rapport à bah, ce qui m'est arrivé, et en Mhm. aucun cas j'ai envie de refaire. En aucun cas j'ai Ok. envie de refaire les mêmes erreurs que j'ai faites, parce que j'ai tellement à perdre. Je pense que j'ai la même histoire que toi, sincèrement. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. C'est que il y a un moment, j'avais partagé un truc sur Twitter qui s'appelait Mhm. Bedblock, et le sponsor s'est très mal passé. Alors, il promettait une belle paye, etc. Il y avait Mhm. pas mal de tweetos d'ailleurs aujourd'hui très connus qui ont partagé. Et, et en fait, à ce moment-là, en fait, il y a un beau billet, le projet avait l'air bien. J'avais d'autres influenceurs qui me disaient, mais en fait, c'est un CEO d'une boîte méga connue et tout. Franchement, c'est safe et tout, tu peux y aller. Et au final, c'est mal passé. Les mecs ont plus ou moins rug après en paniquant. En fait, en gros, ils ont vu le prix baisser et ensuite ils ont rug. Et tu vois, et au final, moi, enfin, ça m'a quasiment vacciné du sponsor. Mhm. Maintenant, personnellement, je le fais que avec des grosses marques. Toi, est-ce que ça a eu le même impact ou par exemple tu fais aucun sponsor? Et comment par Alors, exemple tu perçois les gens qui font du sponsor de manière régulière? alors moi j'en fais du sponsor, sauf que je traite plus les projets moi-même. En fait, c'est pas moi qui m'en occupe, et c'est pas moi qui me propose les. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'envoie un Twitter, vas-y, regarde, check, j'ai envie que tu fasses du sponsor. Moi, je dis Mhm. non, mec, c'est mort. Passe par une Ok. agence ou fais quelque chose. Et du coup, moi, je travaille avec une agence de marketing qui s'occupe de ça. Donc, ils ont une team où je suis pas le seul, hein, des influenceurs, Mhm. influenceurs, des gens qui font des vidéos, etc., quand il y a des sponsors. Parce que moi, je suis pas contre les sponsors. Je trouve que c'est une bonne idée aussi de propulser des bons projets, parce que sinon ils sont jamais connus au final, donc c'est dommage. Mhm. Mais il faut prendre quand même certaines précautions, et sachez qu'en tout cas, les projets que moi je partage, c'est des projets que déjà moi, est-ce qu'ils me plaisent, oui ou non? Et ensuite, est-ce que la boîte, l'agence a validé le projet? Et je sais que Ouais. si ils m'envoient le projet à moi, ils vont me l'envoyer C'est que à, ils vont c'est envoyer safe à. aussi, hein. Mhm. Exactement. Et moi, bon après, bien évidemment, je fais mon check moi-même, bien évidemment aussi, j'ai pas envie de arriver les yeux Mhm. fermés, vas-y, let's go. C'est pas aussi mon but. Et il y a plein de projets que moi je refuse parce que ça va pas dans mon esprit, ça va pas dans ma mentalité. Et je me dis non, c'est pas pour mon audience ça. J'ai pas envie d'être associé à ça non plus, tu vois. Mhm. Mais Je je pense suis qu'il y pas a, contre. je pense qu'il y a aussi le fait que il y a beaucoup de gens qui mettent un petit peu la faute sur les autres, c'est-à-dire que genre ils commettent une erreur et ils mettent la faute sur la personne qui en a parlé, genre. Enfin, Ouais, non, mais ça quand c'est c'est clair, hein. mensonger, tu vois, quand l'influenceur est mensonger et qu'il a menti dans la mise en avant du projet, tu vois, genre je comprends que tu peux en vouloir à quelqu'un. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que aujourd'hui, quand vous investissez sur un projet, peu importe celui enfin, que c'est, peu importe qui l'a mis en avant ou quoi que ce soit, c'est votre argent en fait. Et votre argent, il y a que vous pour compter dessus. Et au final, si vous perdez de l'argent, il y a que vous qui va être malheureux. Les autres, bon voilà, ils vont s'en foutre. Donc, faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Et aujourd'hui, le marché, il est tellement volatile, risqué, jeune, que genre c'est tellement dangereux de participer à des projets. Tu vois, je parle notamment, enfin, je pense notamment aux collections NFT qui sont assez jeunes, Mm. etc. Je pense qu'on n'avait pas forcément aussi le recul à l'époque, c'est-à-dire que, tu sais, genre vers août, septembre, octobre, novembre, le marché il était encore assez immature, on ne savait pas Mm. ce que ça allait devenir. Maintenant, on a un peu plus de recul, mais on a eu une vague un petit peu de collections NFT. Toi, c'est quoi un petit peu ta perception de ces collections NFT? Est-ce que tu es très investi dedans ou pas? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu crois? Et,
et comment tu vis aussi avec toutes les offres de sponsors? Parce que moi, j'en reçois une tonne, je suppose que toi aussi. Euh, Comment Bah, tu fais pour face à être ça? honnête, moi, dès que c'est NFT, je dégage direct. Parce que pour moi, ok, il y a deux, trois projets NFT qui sont bien, il y a des projets NFT qui vont bien fonctionner aussi dans le futur, qui sont toujours pas créés, je suis persuadé, Mhm. mais je préfère qu'ils ont une certaine maturité. De se lancer dans un projet NFT, pour moi, c'est vraiment du cash facile pour le gars qui a créé Après, il faut baser mon truc. Les nouvelles collections qui sortent maintenant, je sais pas si tu as vu les petits pingouins là, 2.5 Ethereum, le mint, 2.5 Ouais, Ethereum, le mint. Genre, dites-vous que le gars, il en vend 10 000, vous faites fois 2,5, le gars, il prend 40 millions. Genre, et c'est du coup, violent, hein. j'essaie de rationaliser le truc et je me dis, ok, il y a des trucs, ok, c'est bien, il y a des bons projets, genre, il y a des très bons projets qui sortent, même s'ils sont pas très connus, etc. Mais Mhm. il y a tellement de bullshit, il y a tellement de manières, même, je regarde aujourd'hui, même, j'étais sur TikTok, ce que je fais rarement, j'étais dessus, je descends, et il y a un gars, il dit, qu'est-ce que tu ferais pour gagner de l'argent le plus vite possible en 2022? Créer une collection NFT. Mais il a raison, mais c'est pour ça Ouais, que il a putain de raison. j'ai pas forcément envie de aider ces gens-là parce que c'est une simple, ils sont juste Mhm. là pour leur argent perso et ils veulent pas forcément créer quelque chose. Je pense, j'ai suivi, hein, par exemple, énormément de projets crypto, j'ai même participé à des mints, etc. Mais si maintenant on regarde mon capital, j'ai fait fois divisé par 20. Ouais. Et Donc du coup, je me dis, tu ouais, déconseilles majoritairement quand même. bah, c'est pas que je déconseille, mais s'il faut juste être. Ouais, en tout cas, pour faire la sponsor, moi, je le fais pas. Pas du tout. Même, par contre, si c'est un truc que j'aime bien et que j'ai envie de mettre un pied dedans, c'est plus moi qui vais envoyer un message aux gens. Est-ce que je peux vous aider à partager votre projet? Mhm. Et je vais participer à votre projet, tu vois. Ça, je Mhm. l'ai déjà fait parce que moi, j'étais intéressé par leur projet et je voulais avoir un pied dedans et je voulais partager aux autres, tout simplement. Et du coup, je voulais savoir s'ils étaient OK ou pas, contre ou avec rémunération. Je m'en fous complètement, tu vois, par exemple. Ouais. Moi, je t'avoue que je suis vraiment choqué du nombre de sponsors, de collègues NFT et de toutes ces conneries sur Twitter. Ah ouais? Donc, Moi, je suis pas trop, je suis pas trop moi, je passé. suis pas les bons comptes alors, mais je suis assez choqué par ça. Alors bon, je dis ça, moi-même j'ai fait un sponsor NFT il y a un moment, Mhm. mais j'avoue que plus j'avance et plus ça m'a vacciné du sponsoring. Et en fait, j'ai l'impression que plus on avance aussi, plus que en tant que trader et la crédibilité d'un trader, c'est le fait, c'est sa capacité à faire de l'argent. Et je trouve que plus tu as d'argent, moins en général tu as besoin de faire ce genre de choses-là. Mhm. Donc voilà, après, bon, chacun a sa vision de la chose. Moi, j'en ai fait, maintenant j'en fais moins. J'excuse pas de le faire, mais voilà. Je pense que c'est important de regarder qui en fait et aussi de faire attention à la crédibilité des traders parce que voilà, moi je sais pas ce que tu en penses, mais des gens qui arrivent un petit peu de nulle part en trading que tout le monde suit, je trouve ça un peu aussi dangereux sur Twitter. Euh, Il y a du coup toute la facette dont on a parlé qui était plus trading, euh, un petit peu ce que toi tu faisais publiquement. Dans ce que tu fais publiquement, il y a aussi un petit peu la partie builder. Comment t'es passé un petit peu de trader à builder? Comment est-ce que c'est quelque chose, c'est un à côté ou maintenant c'est quelque chose qui prend la majorité de ton temps? Voilà, comment tu t'es mis à build des choses et c'est quoi l'envie derrière? Alors, moi, pour être honnête, j'ai toujours eu un petit rêve, c'est d'avoir une crypto. Je trouve ça génial. Je trouve Ok. ça, c'est ouf. T'imagines, genre, t'arrives vers une femme, tu dis, ouais, j'ai Ouais. une crypto. Genre, c'est stylé. Mais je l'ai pas fait uniquement pour ça. Moi, je veux déjà une crypto-monnaie, ça doit résoudre un problème. De un. Si ça résout pas de problème, ta crypto-monnaie, elle sert à rien. Alors, ok, tu as créé un coin, super. Du Mm. coup, moi, c'était avec mon ancien associé. Il avait un fonds d'investissement et moi, j'avais une autre idée, etc. Et on s'est dit, vas-y, on peut essayer de blockchainiser ton fonds d'investissement. C'est ce qu'on avait essayé de faire. Ça a Mhm. échoué. Il y a eu deux fails. Bref, on a perdu beaucoup d'argent. On avait essayé, etc. Et pour rebondir, moi, j'avais créé aussi un autre projet. Mais là, du coup, parce qu'en fait, on ne pouvait pas laisser des pots cassés, on ne pouvait pas dire ok, on claque la porte à tout le monde Mhm. et Ouais. puis, bon les gars, c'est fini, premier qui vend, bravo à lui et puis voilà, on peut pas faire ça, c'est pas, en tout cas moi ça va pas dans mon éthique, clairement pas. Et et du coup nous, moi je me suis dit j'adore l'immobilier, je sais que c'est le truc le plus safe au monde et je me suis dit pourquoi pas l'associer avec le truc le plus volatile au monde, tu vois, et créer une Mhm. espèce de balance où tu rassembles des gènes avec des gens qui investissent dans la pierre. Et du coup, perso, hein, moi, on a créé
le projet qui s'appelle IMO, le coin que je holderai jusqu'à la mort, je pense. Mais je relie l'immobilier à la blockchain et que ce soit accessible pour tout le monde, que tu aies 100 balles, 1000 balles ou 100 000 balles. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, Ouais, ouais, vas-y. vas-y, je te laisse. Ouais, je voulais répondre à ta question, le nombre de temps que ça me prend. Ouais. Alors, entre mon projet et YouTube, etc., je mets mon projet largement en avant. Pour tout, pour moi, c'est ma priorité numéro 1. En tout cas, dans ma vie, bah, à part la famille, etc., mais c'est vraiment mon numéro 1 dans tout ce que je fais sur Internet. Pour moi, c'est ce que je vais essayer de monter le plus. Donc, si je dois aller faire une visite d'un appart, etc., j'y vais avant tourner ma vidéo, tu vois ce que je veux dire. Ok. Et du coup, pour moi, c'est vraiment ma priorité numéro 1. Et c'est quoi tes apprentissages un petit peu de tous les projets que tu as montés? Je pense que ça peut être intéressant un petit peu de dire, enfin de tirer un petit peu des apprentissages de tout ce que tu as vécu, parce que de ce que j'ai compris, tu as eu vraiment un petit peu une épopée en tant que builder, des hauts, des Ouais. gros bas. Comment, voilà, comment, quels apprentissages tu prends un petit peu des échecs que tu as pu avoir dans les projets précédents et même par rapport au projet que tu as lancé maintenant? Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui souhaitent un petit peu créer leur propre projet en crypto? Alors, moi, le premier truc qui me vient, c'est ne faites confiance à personne. Mais personne. Non, mais dès que ça parle d'argent, faites confiance à personne. Mais quand je dis même ton meilleur pote, personne. Vraiment, personne, même ta famille. Essaie de tout bloquer pour que personne peut te détrôner, entre guillemets. Pas te détrôner, mais te faire tomber en te détruisant. Et ça, moi, c'est un truc qui m'a. Moi, je sais que j'ai pris pas cher, mais je me suis fait limite trahir, tu vois ce que je veux dire? Et genre, Mhm. on m'a pris ma confiance et du coup, maintenant, je fais plus confiance à personne et encore plus sur Internet et encore plus quand il y a de l'argent. Même chose, on avait demandé à un dev de nous faire un truc, etc. Le dev, genre, le truc, on l'a repassé mais 10 fois au peigne fin parce que tu peux faire confiance à personne. Et on a demandé à 10 autres devs de vérifier ça et qu'un dev vérifie un dev qui vérifie le dev, tu vois? Et au final, bon, tu vas dire que ça prend un peu, c'est un peu fou, mais ça vaut la peine. Et moi, c'est quelque chose que je sais. J'ai suivi d'autres projets de loin. Ça s'est pas passé, ça s'est pas bien passé parce que y a quelqu'un qui a pris la caisse, tout simplement. Parce Ok. que tout est encore une question de confiance. Et franchement, pour moi, c'est le plus important, c'est est-ce que vous avez confiance ou même si tu as confiance en ton ami, prenez des précautions. Il y a plein de moyens, il y a vraiment plein de moyens. Soit il y a une personne qui gère le truc, qui prend la clé privée, il y a tellement de moyens à sécuriser. Même, je crois qu'il y a des clés à double. Genre, il y a une En personne gros, qui connaît la tu peux moitié. diviser une partie de la clé privée et le Ouais, donner de l'autre moitié à une autre personne. Tu as le multisignature où tu peux faire des ouais, il y a transactions ça, validées voilà. par plusieurs personnes, etc. Mhm. Mais Prenez vos je trouve précautions. je trouve ça affolant le nombre de problèmes en crypto. En fait, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de rollback, tu vois, sur les transactions, genre ça incite un peu les gens à faire genre n'importe quoi. Puis en Oui, fait, et c'est puis tellement facile de lever de l'argent dans la crypto que genre ça amène il y a tellement des gens l'anonymat mauvais aussi. aussi. Ouais. Et avec l'anonymat, le fait que ok, tu peux tracer un wallet, mais tu sais pas qui y a derrière. Il y a, il y a une espèce Ouais. de nuage de fumée devant que tu te dis, vas-y, je peux faire des choses que dans la vraie vie, c'est mort. Ouais. Genre, et du coup, tu Un peux peu te comme sur permettre. Twitter, quoi. Ouais, voilà. Et même sur Twitter, les gens sont cachés derrière un avatar ou je ne sais quoi. Hmm. Et finalement, ils se permettent aussi de dire n'importe quoi. Et je pense que ça rejoint un peu la même chose. C'est ce fait de anonyme. Je pense que tu as déjà rencontré des gens de la crypto-monnaie. Bon, tu as Ouais. été à des events, etc. Tu as rencontré des gens en face de toi, ils sont super sympas. Moi, j'ai jamais eu aucun problème. Même si tu as Non, des non, mais gens. tout le monde est gentil. Exactement. En face, tout le monde est gentil, c'est bon enfant, c'est la famille. Mais dès que tu es caché derrière ton ordi, c'est tout peut arriver. Il y a un sentiment de surpuissance, clairement. Euh, pour reprendre un petit peu sur tes projets, moi, une question que j'ai posée à Samy et que je voulais Mhm. te poser aussi, c'était un petit peu, est-ce que tu n'as pas peur de lancer un projet publiquement? Parce que au final, l'enjeu, c'est un petit peu que, et d'autant plus par exemple avec un token, parce que en fait, les gens ont souvent tendance à associer le cours et la valeur d'un token à la personne qui est derrière. Et on sait qu'en crypto, et notamment en France, on pardonne peu. C'est-à-dire, s'il y a une crypto qui va mal, ah, forcément, le projet est mauvais ou ça va mal, tu vois. Les gens font le rapprochement très facilement. Est-ce que tu n'as pas peur que, par exemple, euh, bah, par exemple, ce projet-là
te porte défaut par rapport à ta réputation, même si toi, tu donnes le maximum, quoi. Alors, sans doute, mais en fait, le fait de te mettre une personne aussi derrière, pour moi, il y a une grande partie de confiance. Les gens, ils investissent pas forcément dans ton projet, ils investissent dans toi. Est-ce que toi, tu vas réussir à amener ce projet au sommet? Et finalement, Mmh. je reviens un peu à ton sujet, anonyme ou pas anonyme. Moi, Ouais. moi-même, quand j'investis dans un projet, j'aime bien que je peux voir la personne, même si je la connais pas. J'aime bien avoir ce rapport en mode, OK, il y a quelqu'un de plus ou moins réel derrière qui travaille sur le projet et j'espère qu'il va donner tout ce qu'il a. Et le fait qu'il n'y ait pas quelqu'un derrière, tu peux te dire, OK, mais c'est qui ces guignols, tu vois? Ça va Mmh. vite. Et le truc qu'il y ait quelqu'un, OK, tu prends un risque. Moi, par exemple, je suis public derrière mon projet. Clairement, il y a ma Ouais. tête, il y a mon nom et prénom. Je suis clairement public, on me tape sur internet, on me retrouve en 2 secondes. Mais en fait, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu essaies de créer un projet, soit tu le fais aussi pour le fun, soit tu fais pour le sérieux. Moi, je vois mon avenir dedans. Je me vois, je sais pas, il y a quelqu'un, j'ai vu un de tes commentaires où je me vois dans 40 ans. Bah, j'aurais bien me voir en tant que chef d'entreprise de ce projet-là qui allie tout ça. Et Mmh. du coup, si tu commences pas à faire les choses ici dans l'ordre et que les gens ne donnent pas confiance, parce que finalement, tu vas rencontrer des gens, ils vont t'aider, tu auras des contacts, etc. Je pense que tu te mets aussi des bâtons dans les roues en tant que créateur d'un projet si tu n'es pas public. Après, c'est vrai que il y a les gens, ils vont se rapporter directement à toi. Si le projet descend, si le coin descend alors que tu as ta liquidité en BNB et que le BNB descende et que toi, le projet descend, Knut, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça descend? C'est Non, mais c'est des choses qui m'arrivent tous les jours, pour te ouais. dire. Donc, mais après, je pense que quand tu crées un projet et que tu le mets en avant aussi, il faut bien avertir les gens. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Pas encore, j'ai Mais pas du tout fait encore de marketing ou quoi que ce soit, mais quand je vais commencer ça, il y aura une énorme part de disclaimer en mode c'est votre argent, c'est vous qui cliquez sur votre bouton, sur votre souris, c'est pas, c'est mmh. à vous de gérer, tu vois. Moi, je trouve que c'est, une preuve de courage un petit peu de monter un projet en crypto, sachant que tu es déjà connu, puisqu'en fait, en gros, tu mets ta réputation en jeu, tu vois? Ah, clairement. Et ça veut dire que si quelqu'un de public fait un projet, pour moi, c'est qu'il a énormément de conviction dans ce qu'il fait. Je pensais notamment à Samy, tu vois? Pour moi, Samy, le fait, qu'il soit public et qu'il lance un projet, c'est qu'il a vraiment 100 ou 1000 Mm. confiance dans ce qu'il fait. Je pense que ça a été la même chose avec Asher, donc Owen, quand il a créé ses boîtes, parce qu'au final, Ouais. si ses boîtes sont un échec, c'est aussi chaud pour lui. Toi, du coup, et moi, je vais sûrement monter quelque chose aussi bientôt. C'est bien, donc déjà, Khan Donc c'est, Academy. bah oui, déjà, rien que Coin Academy, ça met déjà un petit peu la réputation en jeu. Je t'avoue que, par exemple, nous, on fait extrêmement attention aux médias et à ce qu'on met dessus, parce que justement, aujourd'hui, en fait, on est aussi tellement associé à ce business-là que, Mm. bah, en fait, ça nous incite à donner le meilleur de nous-mêmes pour éviter aussi le drame, tu vois. Et Ouais. aujourd'hui, des dramas sur Twitter, ça explose tellement rapidement que. Enfin bref. Euh, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de mes questions. Je voulais un petit peu revenir sur les questions de la communauté. C'était Ouais, chaud. vas-y. Avoir un petit peu toutes vos questions parce que je t'avoue que j'étais spam de questions. Il y avait plein de trucs intéressants Mais à il faut, discuter. Je t'avoue que ce soit du trading, des projets ou même mais le on fait se des publics, tu vois, refera, pour moi, enfin bref, moi ça m'intéresse de ouf on et se je refera trouve des petits ça live hyper. trading. Moi, je suis chaud. Je suis chaud, je suis chaud. Et du coup, pour reprendre un petit peu les questions, alors je me permets de poser un petit peu ma question. C'est une question, euh, on va dire, Attention. assez obvious, mais quels sont pour toi tes top failures, donc échecs, et top succès en tant que trader et entrepreneur? Ah, c'est une bonne question ça. Alors, mon top où je me suis fait le plus défoncer, c'était, dans le fait que, bah, j'ai partagé un scam sur ma chaîne YouTube. J'en ai Ok. pris plein les dents. Là, j'ai souffert, j'étais même en dépression, tu vois, pour te dire. Mon premier hack, je me suis fait hack, je tombais aussi en dépression. Bah, non, je tombais Tu une t'es fait fois. hack quoi, tes fonds? Ouais, bah, je me suis fait hack la liquidité de mon tout premier coin. Bon. Ouais, il y a mieux, c'est chaud Mais et j'ai le vraiment coin. l'impression qu'il y a, genre, en gros, tu t'es pris toutes les dingueries possibles. Genre, c'est pas Ouais, possible de mais prendre maintenant, je plus, suis sûr quoi. que je peux plus me les reprendre, tu vois? Une fois, c'est bon de Ça suffit. non, mais ouais, mais moi, je pense qu'il faut pas avoir peur de faire des échecs, même s'il y a des gens qui vont perdre de l'argent, même si toi, tu vas perdre de l'argent et cetera. Sans faire d'échecs, tu avances pas. Moi, c'est ce que je dis aux gens, bon, je suis le premier à le dire parce que moi, je l'ai fait, mais il faut pas aussi avoir peur de se lancer en mode: «Vas-y, si ça tombe ou si ça se casse,
bah, je suis Mmh. fini. Non, t'es pas fini, il y a pas mort d'homme, tu toujours là, t'es toujours en vie, t'es en bonne santé, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que ça, il faut pas que les gens ont peur de l'échec dans n'importe quoi. Même si tu veux OK. essayer, un trick à ski et cetera, faut pas avoir peur. Sinon c'est sûr que tu vas fail la première fois, c'est sûr que tu vas tomber, c'est obligé. Et Et moi, du je suis coup, plus dans cette optique-là. top succès, les choses dont Top tu es le plus succès, fier? les choses où je suis le plus fier, je pense que c'est, ah! C'est une bonne question. C'est une bonne question. Bonne question, je sais pas. Je te En laisse fait, les autres questions pour y réfléchir si tu veux. ouais, je suis fier en tout cas des gens qui discutent avec moi tous les jours parce qu'on est vraiment pour j mis à part tout le bordel qu'il y a eu dans ma chaîne YouTube, sur mon compte Twitter et cetera, il y a eu énormément de drama OK. sur ma personne. Les personnes qui ont vu en moi de A à Z, qui j'étais et qui ont vu que j'ai fait des erreurs, mais que c'était pas forcément de ma faute et cetera, bah, moi je suis fier d'avoir ce groupe-là. C'est vraiment des OK. gens qui même pas forcément, il y a des gens, je les ai au téléphone, ils ont mon numéro de téléphone, on s'appelle une fois par semaine pour juste discuter comme ça et je sais que c'est Mmh. des amis que j'ai rencontrés sur internet qui m'ont soutenu depuis de A à Z. Ils m'ont vu tout, ils m'ont vu tomber, trébucher, tout, mais qui sont encore là et je suis très content d'avoir ce cercle de personnes qui sont toujours là à me suivre, quoi qu'il arrive, franchement, c'est une grosse fierté, en tout cas pour moi. Question du coup de la communauté. Mmh. Tom qui nous demande, si je fais plus de trading ou de l'investissement. Trading de ce que j'ai compris? Ouais, Est-ce trading, que ouais. tu vois ça changer? Ouais, clairement. Bah, dès qu'on a fini le pseudo bear market, ouais, peut-être l'investissement. En combien de temps es-tu devenu rentable? Heu, 3 ans. Il y a eu du boulot, hein, c'est je je connais ça et toutes les personnes qui peuvent vous dire: «Ouais, vous allez devenir rentable en 6 mois, 1 an». Bon, franchement, chacun évolue à sa vitesse, Oui. chacun progresse à sa vitesse, à son rythme, mais je peux vous dire sincèrement que être rentable en trading et être mentalement stable, c'est un vrai challenge donc Moi, pour te dire, c'est vraiment le déclic, hein, d'avoir bougé, de chez mes parents, ça a fait cling comme ça et j'étais: «Oh tiens, je commence à gagner de l'argent, je commence à mettre des stop loss, ça va mieux». Non, mais c'est autant con que ça, quoi. Projet Stephen, une bulle spéculative selon toi ou un projet solide rentable très longtemps? La fameuse question entre les gens qui disent que c'est un Ponzi et enfin, alors, je suis à fond dans Stephen, c'est un beau projet. Les gens qui ont fait ça, c'est des génies, c'est des boss. Je pense que c'est un projet qui va durer, à moins qu'il rug pull. Ça, c'est le seul truc qui rug pull, bah, ça marche plus. Mais je ne pense pas, étant donné que c'est soutenu par Binance. Je pense que ça va aller loin, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça va se tasser. Et là, on est dans une phase parabolique, clairement. Écoute, en marchant 45 minutes, j'ai gagné 12 000 balles par mois, juste pour te donner une idée de du De délire la que c'est. connerie. Ouais, non, mais et je pense que ça va durer. Pour être honnête, moi, j'ai regardé un peu, je pense que ça va durer jusqu'en septembre. Qu'est-ce Septembre, qui il te y fait dire a ça? en fait, dans le white paper, il y a un truc qu'ils vont rajouter en septembre, c'est que tu vas pouvoir louer tes chaussures aux gens qui ont pas assez d'argent d'en acheter une ou qui veulent pas en acheter une. Parce qu'actuellement, le floor price, c'est quoi? 1 200, 1 300? C'est cher. Si je compare aux gens qui, par exemple, habitent en France et cetera, 1 300 Mmh. balles, C'est ça un fait SMIC, quoi. ouais, c'est quand même beaucoup et du coup, en septembre, tu vas pouvoir louer tes chaussures et du coup, il y a des gens qui vont pouvoir marcher et gagner de la crypto-monnaie, du GST, Mmh. sans l'utiliser. Ils ont aucune utilisation de l'avoir, donc ça va créer juste une pression vendeuse. Parce que toi, tu vas louer ta chaussure, le gars va marcher, il va gagner des GST. Pour acheter une chaussure, c'est soit en Solana, soit il va retirer le cash, donc il va vendre ses GST. De toute façon, il les vend et du coup, bah, à mon avis, là, moi, je vais commencer à alléger mon bag tranquille. Mais je pense qu'on a l'été devant nous, ça va parler. L'été, les gens aiment bien sortir, aiment bien faire du jogging dans les soirées et tout ça. Sûr, ça va parler de ça. Moi, je pense qu'il y a encore de beaux jours devant nous. Autre question, pourquoi tu n'as pas supprimé ton compte comme tu l'avais annoncé? Ça, c'est ma fougue de dégène. J'avais posté le truc. Même chose, j'étais dans une grosse position. Il fallait que ça soit le bottom. Voilà. Ce que je peux comprendre. Comment comment vis-tu les reproches de certains? Je suppose qu'au début, c'était plus difficile, maintenant ça va un peu mieux? Ouais, à l'époque, je prenais tout à cœur, pour être honnête. Même encore maintenant, j'évite, par exemple, de regarder les commentaires ou de regarder les gens ce qu'ils me disent, le soir avant d'aller dormir. Parce que je sais OK. qu'il suffit d'un commentaire en mode, «Tu nul», mais juste ça, hein, c'est pas grand-chose. Ouais, Je ouais. sais que je vais mal dormir.
je sais que ça va me trotter dans la tête et c'est chiant. Ça pèse, en fait, quand tu es sur les réseaux, hein, toutes ces conneries, Bah, donc ouais et après moi quand j'ai eu les dramas et tout, quand on a 500 par jour sans peser mes mots, heu, mmh. tu ouvres plus ton téléphone. Moi, j'ouvrais plus mon téléphone, genre j'étais out. On me demande où en est Imo? Bah, du coup, IMO, c'est mon projet, toujours en recherche d'appart pour le OK, premier appart, donc voilà. OK. Hem, le site sur lequel tu passes le plus de temps? TradingView, C'est sûr, moi c'est pareil. Hem et après j'ai Twitter quelques questions. Je me suis gardé aussi. des questions pour moi. Ouais, Pour faire rapide, le mais média que tu réponds-y aussi, consommes quoi? Je réponds-y peux répondre aussi. si tu veux, Bah je ouais, peux réponds répondre, aussi, on est tu les me 2. dis, tu me dis. Le média que tu consommes le plus? Twitter, c'est un Twitter? média. Ouais. Mais en fait, au final, maintenant, rien que les twittos et les youtubeurs sont des médias pour moi, tu vois? Ouais, Donc ouais, pareil. l'influenceur crypto que tu suis le plus, en tout cas de près. Je regarde aucune vidéo, YouTube crypto, à part si c'est des interviews, par exemple, celui de Samy, des Peut-être trucs des comme ça. twittos? Des tweetos, ouais, qui je suis beaucoup? J'en ai pas un en particulier, mais là, j'en ai un dans ma tête qui sort, il est très bon, c'est Rod ou je sais plus comment il s'appelle. OK. Ils font Un des bons trucs. anglophone? Non, c'est un Français, Un mais il parle français? en anglais. OK. Ouais. Moi, je pense que c'est, en vrai, je suis beaucoup de gens, mais je pense que c'est, CryptoCred, CryptoDonald, c'est les mecs que j'aime le plus, OK. CryptoIso, TraderXO, Ouais, ouais, TraderXO, il est fort. Il y a heu, aussi TraderZ, ouais, ouais, je connais bien. il est Mais balèze ces lui. mecs-là, en tout cas en trading, ils sont intéressants. Mais Ouais. beaucoup CryptoCred, CryptoDonald parce que en plus d'être bons et d'être, pédagogues, je trouve ils sont marrants. Donc je les aime Ouais, bien. bah, tu vois, CryptoZ, c'est un gros, pas fémini misogyne, tout ce que tu veux, ouais. Genre, enfin bref. Autre question, la crypto qui a le plus de place dans ton folio? Si on Bah, IMO, exclut IMO, si on exclut IMO. Ah, l'USDT. rien? Est-ce que tu penses que Ethereum va flip BTC? Non, jamais, Jamais? jamais. M'oblige pas à parier. Heu, Ah ouais, tu je penses? vais Tu penses perdre. que ça va flip? Moi, je pense que ça va flip. Mais Ah après, ouais? c'est moi, je pense que, C'est quoi moi, la différence de market cap? je pense que Tu le sais ou pas? je crois que c'est fois 2, non? Faudrait que je regarde. Ouais. Je vais regarder Ça, c'est une bonne rapidement. question, je l'ai pas en tête. x2 seulement? Heu, Si c'est x2, je vais commencer à ah, m'inquiéter c'est là. fois 2, hein. Ouais, c'est quasiment fois 2. Légèrement au-dessus de fois 2. OK, Et OK, intéressant. quand je vois la paire Ethereum contre Bitcoin, je me dis que rien n'est impossible, surtout avec Ah The ouais, bon, Merge, surtout avec les NFT, tu vois? Je me dis qu'il y a moyen que ça parte en sucette, mais on verra. OK, Moi, actuellement, j'ai pas à parier sur cette conviction-là, mais en tout cas, je suis de plus en plus investi sur Ethereum. OK. Moi, je suis Qu'est-ce que ouais, Ouais, vas-y. vas-y. Non, non, moi je suis assez d'accord avec toi, mais pour moi le Bitcoin ça restera une valeur, tu vois? Pour moi, genre, je vais le dire, je l'ai déjà dit, mais en gros, l'énergie, rien ne se perd, tout se transforme. Pour moi, dans un Bitcoin, il y a de l'électricité qui est stockée, tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. pour en créer un, et du coup, ça vaudra toujours quelque chose. Pas comme l'Ethereum où maintenant j'ai l'impression, quand il y aura le staking ou je sais pas Bah, c'est quoi là, backé par le coût de production, le Bitcoin, mais en fait, pour moi, il y a un monde où genre juste, enfin Bitcoin il est deuxième et il est juste réserve de valeur, mais juste il est beaucoup moins utile qu'Ethereum et voilà. Mais après ça, c'est encore une fois, on verra, tu vois? ouais, on verra. Évidemment, j'ai un biais parce que j'ai beaucoup d'Ethereum, mais et parce que aussi tous mes NFC sont en Ethereum quasiment. Ouais. Donc voilà, pumper ça, mais bon voilà, Pumpé, vous avez entendu? Openly. Qu'est-ce que tu aurais fait, si tu étais pas dans les cryptos? J'aurais lancé un autre truc, mais j'en sais rien. Ça aurait été Sur internet aussi? ouais, je pense parce que, oui, parce que je passe trop de temps déjà dessus, donc je suis obligé OK. de relancer un truc là-dessus. Mais par contre, s'il y avait pas la crypto, je sais pas, soit je serais en train de critiquer le monde actuel ou un truc comme ça, tu vois? Il y a pas de là, il y a OK. la po il y a l'échappatoire. Les cryptos, pour moi, c'est vraiment un échappatoire au monde actuel et pour moi, j'ai vraiment l'impression que d'être dans ce monde, c'est échapper au monde réel et le monde réel, c'est tellement chiant.
Ouais, clairement. Ton regard, il était là en mode, ouais, il Enfin, a tout raison. non, non, mais enfin moi, je crois plus, au Non, moi système non plus. traditionnel, donc voilà, je veux pas faire de complotisme ou de politique ou de quoi que ce soit. Chacun ses convictions, mais juste vivre Totalement la d'accord. putain de crypto, quoi. Je suis avec toi. Euh, euh, on arrive au bout du format. Je voulais terminer avec une chose. Mhm. Est-ce que tu as quelque chose à partager? Un petit alpha, une petite insight, un petit truc que tu aimes bien, que peu de gens connaissent et que les gens seraient susceptibles d'apprécier? Que ce soit un influenceur, un contenu, Ah, c'est pas mal. euh, un livre, un truc qui t'a Mhm. marqué et que tu aimerais partager. Bah, t'as dit livre, je vais te dire réfléchissez et devenez riche. Je pense que c'est le livre qui m'a le plus réveillé, clairement. Qu'est-ce qui t'a appris? Ça m'a mis une claque énorme. En fait, juste qu'avec ton mindset, tu peux tout arriver. Tu peux tout faire. Il t'a motivé, quoi. Ouais, non, mais ça m'a. C'est trop puissant. Ce livre, même, c'est écrit best-seller et tout. Moi, je l'ai acheté en mode un peu arrogant, tu vois. Mais c'est quoi ce livre? Vas-y, je vais quand même Mais essayer et tout ça. euh, À partir de 3 pages, j'étais en train de dévorer le livre. Et je pense que c'est un des livres les plus puissants que j'ai lus. Après, du côté. Je réfléchis. Compte Twitter, allez voir les gens que je suive sur mon compte Twitter. Ne vous fiez pas au nombre d'abonnés. Clairement pas. Vraiment pas. ok. Suivez juste votre instinct en fonction. Est-ce qu'il a une bonne bio et est-ce il met des bons trucs. Et un seul conseil aux débutants en trading? Pas de cross. N'oubliez pas vos SL. Sur le typique, soyez prêt à perdre votre argent. Si vous n'êtes pas prêt à prendre vos tas de billets ici et le brûler, bah vous n'êtes pas prêt. Mais bon, c'est interdit, hein, le faites pas, mais parce que maintenant on peut pas burn de la vraie argent, tu vois, c'est interdit. Alors que dans les Ouais, cryptos, c'est interdit de... tout le monde veut le faire, hein. Ah, on n'est pas Serge Gainsbourg, quoi. Mais Ok. ouais, soyez prêt à perdre ça. Et puis prenez aussi les crypto-monnaies comme un jeu, je pense. Comme ça vous permet de vous détacher. Prenez ça comme un jeu en mode vas-y, c'est les cryptos, je vais faire ma petite game là, c'est la même chose. Et là, tu vas vraiment. Les émotions sont plus là, et pour moi, là, c'est là que ça commence à fonctionner, quoi. Moi, quand je trade des points, je trade pas des euros, tu vois. Donc, Exactement, c'est la même c'est chose. ça Pour qui moi, est... je veux juste augmenter les chiffres que j'ai sur mon compte, quoi. C'est ça. Ok, bah écoute, on arrive au format, enfin, au bout du format, dans le Et est-ce que format, comme toi, disent certains moi, disent. je serais chaud à avoir les tiennes, là. Franchement, ne faites pas de futures, hein. Ouais. Franchement, moi, j'en ai fait, etc. Si vous voulez réussir vite, je pense que les futures, faut éviter. Mm. Mais Je pense... c'est assez contradictoire C'est... ce que tu dis, mais Ouais, en je suis fait... d'accord avec toi, parce que les futurs, ça c'est- accélère le truc, mais ça accélère Ça surtout tes accélère le pertes. truc, mais ça accélère le rect, tu vois. Et donc, au final, tu grindes de Il n'y a pas ouf d'idée. pour te remettre de ton rect. Et au Mm. final, peut-être juste passer par. En fait, moi, mes plus gros gains en 2021, ça a été du spot, en fait. Ça a été juste d'être investi sur des alts et de faire des putains de home runs. Donc, tu vois, genre juste. Genre de bien jouer certains coups. Et pour ça, il n'y a pas besoin de levier. Après, quand on démarre avec un faible capital, voilà. Mais quand on démarre avec un faible capital, faut aussi comprendre que ça va prendre plus de temps Mhm. qu'avec un gros capital. Enfin, ça dépend de vos espérances, tu vois, mais Ouais, et moi j'ai aussi un truc, ne vous comparez pas aux autres, comparez-vous juste à vous-même. Tout le monde est différent. Moi j'ai un capital, t'as un capital, Trader Z il a un autre capital. Donc il faut juste se baser exactement. toi contre Il- toi-même. Il faut arrêter de se C'est comparer aux et chiffres, arrêter etc. de donner trop de cred aussi aux gens qui montent des plus X% sur Twitter ou quoi. Enfin, je l'ai fait et il y a plein de gens qui le font, etc. Mais en fait, vous connaissez pas la taille de position derrière. Enfin, des fois, c'est écrit un Ouais, levier, mais parce que c'est un sous-compte, parce que c'est un petit truc, ou c'est un gros. Enfin, en tu fait, peux vous mettre pouvez des pas centimes en sur ta tirer. position, Voilà, quoi. vous pouvez pas. Voilà, je peux mettre $1 et dire, ah bah, je vous l'avais dit, tu vois, ou me faire liquider, je m'en fous, c'était $1. Mhm. Donc, donc voilà, il faut prendre les choses avec des pincettes sur Twitter. Et voilà, faites votre propre chemin. Et je pense qu'éviter les futures, euh, tu vois, c'est comme si, enfin, tu vois, c'est comme si tu veux jongler avec une balle de tennis, mais tu sais pas jongler avec un ballon de foot, tu vois. Mhm. Bah, juste, enfin, entraîne-toi sur le ballon de foot et quand tu sens prêt, peut-être, enfin bref, tu vois. Genre pour moi, c'est, enfin, bref, je Non, me je perds, suis je me totalement perds. d'accord avec toi, hein. Faut y aller Avec étape plaisir. par étape et les futures pour moi, c'est pas la première étape, en tout cas, pour Non, le moment. Voilà. Bon, en tout cas, merci, merci d'être venu sur cette petite chaîne YouTube.
Merci à toi de sur, m'avoir sur, invité, sur, ça fait sur plaisir. cette interview. Ça me fait extrêmement plaisir de te découvrir aussi sous un autre angle. Je pense que d'habitude, on a plus des questions vraiment basiques sur vraiment comment t'as démarré en crypto, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de substance, notamment en trading. J'espère qu'il y a des gens qui sont reconnus dans leur parcours de trading et qui ont aussi appris des choses. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, sur Twitter et YouTube. En tout cas, c'est les Ok, 2 réseaux que j'utilise le plus. Ouais, et Telegram, je suis hyper actif dessus aussi, donc ok. Bon, bah, allez, check tout ça. Et on se voilà. retrouve très vite pour un nouvel épisode. Oh, petite question, improvisation. Si tu devais choisir un invité que je devrais avoir en interview sur ma chaîne, ce serait qui? Putain, c'est une méga bonne En question. somme, Ah, qui serait le prochain invité? j'aurais tellement je peux te donner une vanne. Vas-y, j'ai peur. Mister La Bourse. Oh, mais en vrai, je pense que ça pourrait être marrant, mais je pense qu'il acceptera jamais, donc Ah, ça me fumerait. en vrai, ça Là, pourrait être incroyable, ça pourrait c'est être incroyable. masterclass. Ce serait masterclass. Mais je Mais sais pas bon, comment le trouver, hein, il a fermé tous ses comptes, à mon je avis, suis il a pas sûr plein de de comptes, vouloir c'est barré. interviewer ce fumier quand même, donc bon. Ouais, ouais. Bon, bah, Crypto Futur, hein, moi c'est un bon pote, Bah, écoute, je l'interviewe pourquoi demain. ah bah, génial. Quel timing. Donc non, on verra, Ah, super mais oui, bonne. oui, normalement, je l'ai demain, donc on verra. OK, Ah bref. ça Bon, c'est en tout top. cas, merci beaucoup pour cette interview. Merci d'être passé. N'hésitez pas à Mmh. mettre un petit like, un petit commentaire pour l'algo YouTube, à dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et de toute façon, je pense que tu checkeras un petit peu les commentaires. Donc, si vous avez des Ouais, ouais, j'y questions, n'hésitez répondrai, pas à poser quelques questions. Voilà. Eh bien, yes, bah, écoutez, on merci se à revoit très toi pour l'invite. bientôt et peut-être en live très bientôt. Tchuss.